Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce mercredi 14 septembre. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes en pleine forme. Oui, j'imagine que oui. J'imagine la mine des Marseillais au lendemain d'un match catastrophique, honteux. La prestation des Marseillais hier soir en Ligue des Champions. Bah écoutez, je vais la faire simple, les Marseillais, les 17 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est 16 défaites. Ok, donc tout est dit. Il n'y a plus rien à rajouter et d'espérer qu'au moins ils marquent un point à l'issue de leur match. Évidemment, on va pas parler de Marseille et on va souhaiter bonne chance ce soir au PSG qui part également son deuxième match ce soir en Israël. D'ailleurs, il y a une tribune de Paris qui a décidé de boycotter le déplacement parce que ça se passe en Israël. Voilà, alors c'est parti pour le LGF avec une émission encore bien chargée. Et pour commencer, je vais vous présenter, puisque c'est sa première aujourd'hui, Sonia Mebrek qui est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, alors Sonia, comme le veut la tradition, comme c'est ta première, est-ce que tu pourrais te présenter auprès des auditeurs? Qui es-tu? D'où viens-tu? Je veux tout savoir. La France veut savoir. Les Français veulent savoir, Sonia. Je suis Sonia, donc Oui. je travaille dans le milieu médical. Ah, ça nous manquait. Donc Voilà. il y en a qui nous fait un infarctus, on sait jamais. Oui, on va éviter quand même. Surtout qu'on a le club des troisième âge là. Oh là là. Du coup, Que voilà. fais-tu dans le domaine du médical? Médical, je suis secrétaire médicale. D'accord. Voilà. Donc tu prends les rendez-vous? Alors, je ne fais pas que ça. Ouais. Je gère aussi les comptes rendus, voilà, beaucoup de choses pour le médecin. Mhm. Et voilà, et Médecin pour les quoi, patients généraliste, aussi. spécialiste? Non, gynécologie. Ah, Donc, c'est un d'accord. autre domaine quand même. Ah oui, non, mais ça ne nous concerne pas trop, nous les mâles. Non, non. Hein, on est d'accord. Non, non. Sois la bienvenue, ma Sonia. Merci beaucoup. Bon, C'est un plaisir. à tes côtés, Audrey Pronosti, qui n'est pas avec nous physiquement, mais qui est avec nous grâce à la technologie. Bonjour, ma Audrey. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Bon, alors c'est bien, tu vois, si tu as un problème gynécologique, on a Sonia hein, qui peut t'aider. Oui, bonjour Sonia. Bonjour Audrey, enchantée. On se verra prochainement. Oui, mais, j'espère. Ravi j'espère. de partager cette émission avec toi. Moi de Vraiment. même, Audrey. Bienvenue, Avec hein. nous, Bienvenue. Farid Tabsamani. Comment il va, mon Farid? Très bien, merci. Salut Oui, à tous. Ça va? T'as un air très sérieux. Qu'est-ce qui se passe, mon Farid? Non, je me fais tout petit. Pourquoi? Mais il est toujours Je t'ai planté sérieux. la semaine dernière, donc. Ah, oula, mais c'est déjà oublié. T'inquiète pas, mon Farid. Planté Voyons. les auditeurs également. Bon, tu es là aujourd'hui. C'est Exactement. l'essentiel. Voilà. Merci. Mam est avec nous. Bonjour, Mam. Bonjour à toutes et à tous. La belle histoire des génériques tout à l'heure. On va parler de la 5e. Une chaîne qui n'existe plus, hein, évidemment. La 5. La 5, avec un générique de JT mythique. Moi, j'aimais beaucoup. Ah là là, les Ah ouais. souvenirs. 1986, hein, je crois. Hein. 1987 pour être 7. Ah ouais, d'accord, très bien. Tiens, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la mort d'un grand monsieur de la télé. C'est l'anniversaire de la mort d'un grand monsieur de la télé. Mois de Eh ben, septembre. dis-nous. Jacques Martin, je Jacques crois. Martin, bah Voilà. oui, évidemment. Ah oui. Qui n'a pas regardé les émissions de Jacques Martin le dimanche après-midi sur France 2, sur Antenne 2 même à l'époque. Hein, l'école des Antenne fans, 2, ouais. tout ça. Donc voilà, et je crois que d'ailleurs il y avait un petit souci avec Nicolas Sarkozy, il lui a piqué sa femme, non? Un truc comme ça. Il l'a marié, surtout, d'abord. Hein? Il Il l'a a d'abord- il l'a- il a il l'a marié- Il a marié d'abord en- marié, après il lui a piqué sa femme. Dans la foulée. C'est pas mal, hein, franchement. Ouais, c'est une D'ailleurs, belle il y a- astuce. il y a une archive qui est assez savoureuse d'une émission de Thierry Ardisson où en fait il s'auto-interview. Ouais. Jacques Martin s'auto-interview lui-même et il pose la question à son autre Jacques Martin, quelle est la personnalité que tu aurais envie de tuer? Et alors il répond le maire de Neuilly. J'imagine, oui, j'imagine bien. Bon, on va saluer également Nadège qui est avec nous et qui va relayer cette émission sur les réseaux sociaux. Bonjour ma Nadège, bienvenue et bonne émission à toi ma Nadège. Voilà. Alors c'est parti pour le programme de cette émission, on y va, tranquille. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur C'est France moi. Maghreb 2. Au programme de cette émission, tout à l'heure la battle en fin d'émission avec un sujet qui va opposer Audrey face à Farid et Sonia qui apportera son petit grain de sel et pourquoi pas Mam aussi sur cette question où vous êtes très partagés sur un sondage Twitter le Grand Forum FM2. Je vous invite à aller voter hein, d'ici la fin de cette émission, on fera le point d'ailleurs. 50% oui, 50% non à la question refus d'obtempérer, faut-il durcir les sanctions? Je dois dire qu'hier j'ai joué un rôle hier dans cette battle et je l'ai remporté puisque c'était pas en ma faveur avant la battle et ensuite on a basculé. Donc mes arguments ont été bons, j'ai laminé, écrasé Bouriaki et Nadia Sherif hier, j'en suis ravi. Nadège, tu nous donneras le résultat du sondage à la fin de la battle, je compte sur toi. 50%, le Grand Forum FM2 pour aller voter. Refus d'obtempérer donc, faut-il durcir les sanctions? C'est la question que l'on vous pose et qui sera en débat tout à l'heure.
Le quiz avec mes petites questions d'ordre d'actu. La belle histoire des génériques, bien sûr, avec Mam qui sera là pour nous parler du générique des JT de la 5 à l'époque. Et en 1987, je crois que d'ailleurs c'était aujourd'hui le 14 septembre 87 qu'avait lieu le premier JT sur la 5. Si je dis pas de bêtises. C'est pour ça d'ailleurs. Donc on est bon. Un débat et un sujet très important aujourd'hui. C'est un débat qui s'invite à la suite d'un rapport sur la fin de vie. On pourrait un petit peu changer les choses. On va en parler parce que c'est un sujet qui mérite d'être évoqué et qu'on y consacre un certain temps avec vos réactions, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Je sais qu'il y a des convictions religieuses. Il y a aussi la réalité parfois, bien que ça peut être aussi lié, mais quoi qu'il en soit, on en reparlera et en toute tranquillité, avec calme et avec respect dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Le fait du jour avec la conférence de presse de Madame Borne, la Première ministre, qui nous annonce des annonces justement sur notre hiver. Et qui nous invite à prendre toutes notre responsabilités pour qu'on n'ait pas de problème et que si chacun prend ses responsabilités, ça devrait bien se passer. Extrait de Borne dans quelques instants évidemment avec vos réactions, amis chroniqueuses, chroniqueurs et auditeurs, auditrices à n'importe quel moment pour intervenir dans cette émission, le grand forum qui est la vôtre, le 01 40 33 9000. Pour commencer, c'est nos clins d'œil avec... Eh bien aujourd'hui, c'était un accident terrible qui touchait en 1982 la princesse de Monaco. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Grace Kelly qui trouve la mort dans un accident de voiture. Toute la principauté évidemment, c'était le drame. C'était un accident qui s'est produit d'ailleurs à proximité de Monaco. Et elle était alors âgée de 52 ans. Et la petite histoire d'ailleurs, c'est que sa fille Stéphanie était dans la voiture et qu'elle s'en est sortie. Farid, ça te rappelle quelque chose de la mort de Grace Kelly? Alors sur le moment pas du tout, parce que j'étais quand même relativement jeune. Mais effectivement, c'est un moment qui a marqué, parce que si je dis pas de bêtises, Grace Kelly était américaine. Oui. Et donc du coup, on est au début de la bipolarisation, on va dire, de la vie politique, puisqu'elle était effectivement mariée au prince régnier, si je ne dis pas de bêtises, et donc du coup, chef d'État d'un pays, parce que les gens oublient très souvent, mais le Monaco est un pays à part entière. Principauté. Exact. Voilà. Ma chère Sonia, la Grace Kelly, ça te rappelle ou pas des Alors, souvenirs? pas trop. Enfin, oui, ouais. j'en ai entendu parler. Et oui, c'est quelque chose qui nous a marqué. Mais après, c'est une histoire assez tragique, surtout pour sa fille. Ouais, j'imagine Je qu'Audrey... pense qu'elle a été très marquée. J'imagine qu'Audrey c'est pareil, parce qu'on a à peu près le même âge, donc Grace Kelly, bon, on était tout petit à l'époque. Ouais, j'avais 2 ans, mais je rejoins Farid. C'était une icône et c'est vrai que bon, déjà au-delà du fait que par cet événement c'est quand même un drame. Sonia l'a rappelé, il y avait sa petite fille et effectivement Stéphanie c'était de Monaco. une femme qui était adulée, elle était magnifique. Donc après, quelques années plus tard, même si c'est pas du tout la même chose et qu'on n'est pas du tout dans le même contexte, on avait Lady Diana qui partait et en fait, ces femmes-là, elles étaient adulées, elles étaient admirées. Donc c'est clair. Évidemment, c'était un drame et ça s'ajoute en fait. C'était notre petit clin d'œil. Grace Kelly, évidemment, c'était une grande dame de la télé aussi, du cinéma. Du cinéma, surtout du cinéma, et qui a abandonné sa carrière d'actrice pour épouser un prince, le prince Régnier III. Ouais. Et puis, moi, j'ai pas de souvenir particulier, bien évidemment, parce que j'avais que 1 an et demi, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Mais, il y a que des jeunes autour de cette table aujourd'hui. Et puis surtout, parce que cette mort a occasionné un événement d'importance, parce que quand ça a été annoncé, notamment au journal d'Antenne 2, à Antenne 2 Midi, à l'époque, le journaliste s'appelait Bernard Langlois, il était en alternance 1 semaine sur 2 avec Philippe Labro, et Bernard Langlois avait fait un édito assez acerbe sur le fameux caillou cossu et ce royaume d'opérette, et que la mort de Grace Kelly était une mort ordinaire, ce qui a été un tollé absolu en principauté, et ce qui a valu d'ailleurs la mise au placard de Bernard Langlois d'ailleurs. Exact, oui, c'est vrai, je me rappelais plus de cette histoire, maintenant que tu le dis, effectivement. Clin d'œil cinéma maintenant, vous avez peut-être vu ce film, moi je l'ai adoré. Sorti en 1994, un film de Luc Besson, Léon, avec dans le rôle principal Monsieur Jean Reno. J'ai kiffé. Franchement, vous l'avez vu ou pas? Qui l'a vu? Oh là là, mais bien sûr, je l'ai vu. Moi aussi, vous l'avez aimé, franchement, Léon? C'est peut-être pas le meilleur film de Besson, mais bon, en tout cas, il était très bon celui-là. En tout cas, c'est celui qui met Besson
en haut de l'affiche. Voilà, en haut de l'affiche, très clairement. C'est clair. Avec Nathalie Portman. Nathalie Portman, exactement, qui a été révélée dans ce film d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Oui, elle était toute petite, je sais pas, elle devait avoir 8 ans. Non, moi, franchement, Besson, c'est. Alors, moi, les derniers films m'ont moins plu, mais en tout cas, c'est les films genre Léon, 5e élément, tout ça, j'ai kiffé. Nikita, extraordinaire. Avec Anne Parillo. Ouais, absolument. Voilà, petit clin d'œil cinéma. Surtout, c'est que tous ces films dont tu parles, en fait, on était tout jeunes aussi, et donc, en fait, on découvrait un petit peu un cinéma qui était un petit peu hors norme par rapport à ce qu'on nous proposait d'habitude. Moi, je sais que quand je voyais ces films-là, j'avais la sensation, en fait, je faisais un petit peu un transfert avec les histoires et je me disais, oh là là, je suis un peu une méchante, je regarde ça, et c'était des grands films, quoi. Pour compléter ce que dit Audrey, on est milieu des années 90, début des années 90, si je dis pas de bêtises, et en réalité, le cinéma est inondé d'Hollywood. Et c'est un des films qui a permis au cinéma français de rebondir, notamment à l'échelle internationale. Parce qu'en fait, les films qui sortaient à cette époque-là, fin des années 80-90, c'est probablement une question générationnelle, mais effectivement, c'était autre chose. Et là, en fait, Léon, il vient pas révolutionner, mais en tout cas, il vient donner un coup de booster au cinéma français. Exactement. Alors, et pour terminer, notre dernier petit clin d'œil, il nous a quittés en 2009. C'est un acteur, danseur, chanteur et producteur américain. Si je vous dis Dirty Dancing, si je vous dis encore La Cité de la Joie, Ghost ou encore Extravagante, etc. De nombreux films extraordinaires. Il y a Patrick Swayze. Un autre grand monsieur américain qui nous a quittés, alors je sais pas il y a combien de temps, mais en tout cas aujourd'hui, c'est alors du coup un autre registre, c'est un chanteur qui s'appelle Tupac. Ah, Tupac? Ah, je l'avais pas vu celui-là. Qui était décédé aujourd'hui. Il m'a échappé celui-là. Franchement, pareil, merci. Tupac, sinon je l'aurais passé, hein, évidemment. C'est vrai que c'est plus proche de nous, ça. Ce que je te propose, ma Sonia, histoire de te mettre à l'aise, c'est qu'on puisse danser un
Mais n'empêche, juste pour revenir sur le film Dirty Dancing, il a fait un carton, alors qu'en vérité, le scénario, mais il était nul, mais nul. Mais par contre, un peu comme les Marseillais d'hier, quoi. Ouais. De quoi? Un peu comme les Marseillais hier soir. Mais n'importe quoi. Ah bah si, ils ont été nuls. Dès que t'as une opportunité. Ah bah non, mais n'empêche que le scénario était vraiment nul, mais par contre. Comédie musicale, on va dire. Très très populaire et ça a vraiment cartonné. Et même les chansons, moi je les écoute encore. On a un trou là, peut-être qu'Audrey va nous aider. Farid, on se demandait quelle était l'actrice. Non, alors on a fait une comparaison. En fait, là on parlait de Dirty Dancing. Ouais. Et en fait, on évoquait une autre actrice qui est décédée ce mois d'août, qui était Olivia Newton, mais qui n'a pas joué dans Dirty Dancing, mais dans Grease, exactement. Grease, ouais. Yes, of course. En plus, il y a pas très longtemps, ils avaient fait un remake avec John Travolta. Ah là là, c'était génial. C'était sur le plateau je me rappelle plus le présentateur américain, mais c'était génial, franchement. Et bon, elle est partie peu de temps après. Bon. Allez, voilà, c'était nos clins d'œil pour aujourd'hui sur France Maghreb 2. Dans un instant, on entame les choses sérieuses. Madame Borne, notre première ministre, était en conférence de presse et elle a fait des annonces. On les détaille dans un instant pour notre hiver. À quelle sauce on va être mangé? Eh bien, je vous le dis tout de suite, il va falloir que vous soyez responsables et tout devrait bien se passer. Et surtout, on vous invite à faire quoi? Des économies. Mais alors vraiment, de 10% à 15%. Voilà, c'est ce qu'a annoncé Madame Borne et on écoutera un extrait de sa conférence de presse évidemment. Est-ce que ça vise à nous rassurer tout cela? On en reparle avec vous dans un instant au 01 40 33 9000. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le Grand Forum aujourd'hui avec Sonia Mebrek pour qui c'est la première aujourd'hui, secrétaire médicale. Farid Tabsamani, enseignant et dans l'intelligence économique, MAM bien sûr, qui nous racontera la belle histoire d'un JT dont c'était la première en 1987, celui de la 5, une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui et que les mains de moins temps ne peuvent pas connaître peut-être, parce qu'elle a fermé en 92 cette chaîne, si je ne m'abuse. Il y a 30 ans, le 12 avril. Voilà, le 12 avril. Et Audrey Pronesti, notre journaliste avec nous sur France Maghreb 2. Alors, on va parler dans le fait du jour maintenant, ça vient de tomber, donc ça tombe bien. C'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui a organisé une conférence de presse pour présenter le fameux bouclier énergétique pour faire face aux différentes augmentations et pour nous préparer finalement à ce qui nous attend cet hiver. Alors qu'est-ce qui vous attend? Bien, des factures d'électricité et de gaz qui vont fortement augmenter et on nous annonce que le blocage des prix du gaz et de l'électricité vont être faits à partir du mois de janvier pour l'un et du mois de février pour l'autre. Elle a répété aussi ce que nous avait dit le président de la République Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il invitait les Français à baisser leur consommation de 10%. Et d'ailleurs RTE qui lance également un appel dans ce sens, sans faire des économies et des restrictions, et appelant les Français dans les périodes les plus froides à essayer de mettre le chauffage à pas plus de 19 degrés. Et elle a eu ce discours finalement reprenant un peu la phrase qu'avait prononcée il y a 2 jours Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Si chacun prend ses responsabilités, on ne devrait pas avoir de coupure cet hiver. Un extrait de la conférence de presse de Madame la Première ministre Elisabeth Borne. On tirait 2 enseignements. Le premier, c'est que dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure. Nous n'aurions alors pas besoin d'activer le dispositif de rationnement pour les entreprises qui consomment beaucoup de gaz. Le second enseignement, c'est que seule la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les cas de figure les plus pessimistes, comme un hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d'approvisionnement. Ces scénarios nous incitent à poursuivre notre stratégie, une sobriété choisie plutôt que des coupures subies, une solidarité européenne pour mieux résister à l'hiver. Nous avons donc 2 enjeux devant nous. Le premier, c'est la réussite du plan de sobriété annoncé en juillet. Notre objectif est de baisser de 10% notre consommation d'énergie par rapport à l'année dernière et d'éviter au maximum les pics de consommation. La sobriété, ça n'est pas produire moins, il s'agit de réduire un peu le chauffage et d'éviter toutes les consommations inutiles.
Ce sont donc des millions de décisions individuelles chaque jour, de chacun d'entre nous, qui sont indispensables pour que l'hiver prochain se passe bien. En fait, Farid, j'ai l'impression que ça nous rappelle d'étranges souvenirs, cette histoire. On remet tout sur la responsabilité des Français. Oui, bah c'est un peu la facilité. Moi, Comment tu perçois cet appel? Bah déjà, j'ai l'impression qu'on nous emmène un peu en bateau. Il y a quelques semaines, en fait, on nous rassurait comme quoi il n'y aurait pas de coupure, etc. etc. Et d'ailleurs, je pense que, et moi-même ici, je crois, j'affirmais, et je continue à l'affirmer, que pour les particuliers, je dis bien les particuliers qui sont reliés à EDF, en fait, il n'y aura pas de coupure. Exactement. Voilà. Néanmoins, en fait, il va y avoir... Sauf si on a un hiver assez rude, avec des températures très froides. Même si on a un hiver assez rude, enfin j'espère ne pas me tromper, je parle bien des particuliers qui sont chez EDF au tarif réglementaire. Alors pourquoi ils sont dans le catastrophisme? Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un impact sur les entreprises. Ouais. Et tous les contrats, même chez des particuliers, ne sont pas liés à EDF. En fait, la libéralisation du secteur en fait, a permis à de nouveaux acteurs de vendre des contrats avec de l'énergie et notamment du chauffage, etc. Ouais. La difficulté, c'est qu'une partie d'entre eux, en fait, pour pouvoir proposer des contrats intéressants, en fait, avaient acheté au jour le jour, d'une certaine manière, l'énergie. La difficulté, c'est que, comme tout le monde le sait, les prix se sont envolés et je le dis en toute sans faire paniquer les auditeurs, celles et ceux qui sont sur des prestataires extérieurs à EDF, je leur conseille vivement de revenir rapidement chez EDF pour une raison très simple, c'est qu'une partie d'entre eux vont couler, vont faire faillite. Et c'est pas un secret, c'est un secret pour personne, les gens qui y travaillent. Idem pour les sociétés de gaz. Et idem pour les privés, hein, je parle des privés. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Alors, Engie, voilà, moi je suis toujours chez Engie par exemple. Ouais, Engie en fait avait racheté Gaz de France, donc du coup c'est moins problématique. Mais tu as d'autres opérateurs. C'est ça. Et la difficulté, elle n'est pas pour les particuliers, elle est essentiellement chez les entreprises. Or, les entreprises consomment énormément, beaucoup plus que le particulier. C'est pour ça que je m'inquiète. Malheureusement, enfin, heureusement, je m'inquiète beaucoup moins pour les particuliers. Mais pour les entreprises, ça va être compliqué. Pourquoi? Il y a les yaourts, par exemple. Vous savez qu'ils utilisent beaucoup de gaz pour faire du yaourt. Ah mais là tu parles des yaourts, mais ouais. La France, les gens ne le savent pas forcément, mais la France, qu'est-ce qui fait la richesse de la France? C'est son industrie. Ouais. Bon, l'industrie, ça pompe énormément d'énergie. Les gens n'imaginent pas ce que c'est comme énergie. Je connais pas les chiffres exacts, mais c'est démentiel par rapport aux particuliers. Nous, tu sais, quand on nous dit, ouais, ici, c'est pas Versailles, c'est-à-dire qu'il faut consommer, faire attention. Mais c'est peanuts par rapport à ce que pèse l'énergie dans l'industrie. Et donc, du coup, par contre, si le prix augmente dans l'industrie, il va se passer quoi? Il va se passer qu'il va y avoir des effets en chaîne. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ne pourront plus consommer de l'énergie parce que, économiquement parlant, le business model je dis une bêtise, celui qui vend des yaourts par exemple, son business model n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il augmente sacrément ses prix, or il ne pourra pas les vendre. Et donc du coup, en chaîne, vous allez avoir ce qu'on appelle des fermetures d'usines, donc à la clé malheureusement du chômage partiel, du chômage tout court, je pense, le chômage tout court, vous avez des boîtes qui vont fermer. Et donc du coup, pour éviter ça, effectivement, on va essayer plus ou moins de rationaliser le secteur de l'énergie. Je pense que ça va être compliqué. Ils vont limiter la casse, mais ça ne sera pas 100%. Sonia, est-ce que par exemple, à titre individuel, tu prends la mesure de la responsabilité qui t'incombe et que Elisabeth Borne est en train de mettre sur tous les Français, en fait? Moi, je trouve que quelque part, elle avertit quand même les choses, elle présente les choses comme on le sent, mais comme on peut l'entendre. Après, chacun ses responsabilités, bien sûr. Moi, pour ma part, je me dis qu'à une certaine heure, on n'a pas besoin d'avoir tout allumé, c'est sûr. Ouais. C'est à nous aussi de prendre conscience des choses et de faire attention. Voilà. Mais je dis que pour le chauffage, c'est vrai que c'est important d'avoir du chauffage quand on a des enfants très petits. Il y a des gens qui ont des bébés, des gens, des familles un peu, où il y a des enfants qui sont bas âge, voilà, tout à fait. Après, les frileux, on peut se couvrir. Ouais. Des adultes, je pense qu'on a quand même les moyens de se couvrir, de mettre ce qu'il faut. Non, mais des enfants, c'est différent. En 2022, on nous demande de mettre des pulls, quoi. Et par contre, moi, j'avais une idée par rapport à l'économie de lumière, tout ça, c'est les bougies. Ah ouais. Je crois qu'on va être beaucoup à acheter des bougies. Je crois que c'est une grande. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter des bougies. Ah oui. Alors, je vais faire une réserve de bougies. Farid, un dîner aux chandelles. Oui, alors, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que la réglementation a beaucoup évolué sur les bougies.
Ah oui. Oui, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est pas interdit, mais il me semble qu'en fait, c'est à la limite de l'interdiction chez les particuliers parce que la bougie peut, malheureusement, chez certaines... mais ils nous emmerdent, tout interdire aussi au bout d'un moment. Mais je pense que c'est une solution aussi pour pouvoir avoir un peu, économiser un peu l'électricité. Audrey, est-ce que tu penses de cette idée de Sonia, de la bougie? Dîner aux chandelles, Audrey? Non, moi, les bougies, il faut pas m'en parler, je suis contre... Non. T'as eu un accident, t'as eu une mésaventure. Mes aventures avec les bougies. Juste pour compléter ce que disait Farid, c'est vrai, on ne parle pas suffisamment des entreprises. Bien sûr que ce qu'a dit notre Premier ministre, oui, bien sûr, on a notre responsabilité, mais le fait de le dire de cette façon, ça me rappelle, alors évidemment on était dans un autre contexte, mais ça me rappelle étrangement des discours lorsque on était en crise sanitaire, et oui, il faut absolument que vous mettiez vos masques, c'est la responsabilité de chacun. Moi je suis désolée, en tant que particulier, déjà de base, je vais pas m'amuser à faire tourner mon chauffage sans vérifier les degrés, sachant qu'il va y avoir une hausse des prix. Je veux dire, je vais faire attention. Bref, et la deuxième chose, et là je vais parler des entreprises, parce que je me suis vraiment intéressée à la question, et je l'ai dit la semaine dernière, je le redis parce que c'est complètement fou. Je veux dire, dans les entreprises, il y a, là, je parlais d'une personne qui était dans les TP, donc c'est quelqu'un de mon entourage proche, qui depuis le début de l'année a eu une augmentation de 400% au niveau de ses frais, au niveau de ses factures d'énergie. Donc c'est un fait. Donc les entreprises, c'est elles qui vont subir le plus, c'est elles qui subissent déjà, et on n'en parle pas. Moi j'ai une superbe idée. On n'en parle pas. J'ai une superbe idée pour faire des économies. Si tout le monde est comme moi, aveugle, elle vous garantit que vous faites des économies de malade. Pas de lumière, pas besoin, tu vois. Franchement, c'est pas bon ça? Voilà. Ouais, tu fais de grandes des très grandes économies. Tu pas sais, de lumière. D'ailleurs, en termes d'économie, je peux te dire une chose. Moi, j'ai une fabuleuse surprise. Bon, tu me diras aussi, je vis tout seul dans mon appartement depuis pas très longtemps, depuis à peu près 1 an. J'ai économisé l'énergie, tout simplement. J'ai acheté systématiquement des multiprises avec interrupteurs. Ouais. Ah oui. Là, à l'heure où on se parle, chez moi, il n'y a que le frigo qui fonctionne. Oui. Tout est éteint. Dès que je ne suis pas chez moi, j'éteins tout. À la fin, résultat... Message subliminal de notre mame préférée quand même. Non mais c'est important. Donc il vit seul. Tout à fait. Oui, il vit seul. Un bon entendeur. Alors, auditrice, auditeur. Auditrice surtout. Et résultat... Je sais pas si c'est un message. Et résultat, plus de 100 € d'économie. Ah ouais, quand même. Ah oui. C'est vrai. Non, mais pas le tableau électrique, Audrey, le frigo, c'est une rectitude, voilà, tu vois. Incroyable, hein. Bon, oui, c'est pas mal, L'histoire des. Mais alors, c'est vrai que on a pour habitude, par exemple, franchement, soyez honnêtes, vous allumez la télé, vous la regardez pas, parce que c'est un bruit de fond à la maison. On est d'accord ou pas? On est tous comme ça. Bah oui, voilà. Donc voilà, ici, on n'a pas besoin d'allumer la télé et puis de ne pas la regarder, par exemple. Allumer la radio, c'est très bien, surtout pour écouter France Maghreb 2. Je suis pas d'accord pour ceux qui ont besoin d'un bruit de fond. Vous écoutez France Maghreb, c'est tout. Voilà, c'est très simple. Ça tombe pas. Bon, on en reparlera demain évidemment avec Pierre-Henri et Hakim Elouli parce que bon, évidemment, ça vient de tomber. On va attendre de voir un peu les réactions politiques concernant les annonces. Donc en tout cas, ce qui est bien, Farid, c'est que la Première ministre, le gouvernement nous annonce que ils vont bloquer les prix. C'est-à-dire que si ça dépasse des 15% d'augmentation, la France bloque. C'est-à-dire qu'on n'ira pas au-delà des 15% d'augmentation pour l'électricité et pour le gaz. C'est rassurant? Pour les particuliers? Pour les particuliers, oui. Je crois que c'est même à 4% en réalité. Non, 15% ils ont dit. Pour l'instant, c'est la promesse qu'ils peuvent faire. Ouais. Oui, mais en fait, les tarifs sont réglementés. Enfin, c'est pour ça que ceux qui sont chez EDF, en fait, le tarif est réglementé. Souvenez-vous que Gaz de France, par exemple, demandait régulièrement, ces dernières années, des augmentations. Et très souvent, ça a été freiné, ou alors ça venait juste après les élections. Je peux t'assurer qu'on les a eu, les augmentations. Ça venait juste après les élections. Ça fait mal. Parce qu'en fait, déjà, le prix que... Il faut savoir une chose. Le prix que l'on paye l'énergie en France, je parle du particulier, n'est pas corrélé à une réalité. Et ça, c'était bien avant la crise en Ukraine. Si vous avez des voisins qui... par exemple, ceux qui sont à la frontière belge, par exemple, moi j'ai la famille qui vit beaucoup en Belgique, ils ne payent pas la... Mais, oui, exactement. Ils ne payent...
il ne paye pas l'énergie comme nous. Il a payé déjà très cher à l'époque. Et c'est la même chose en Espagne, c'est la même chose en Allemagne, etc. Nous, en fait, on a été habitués à avoir un prix d'énergie faible. Pourquoi? Parce qu'on avait, à l'époque où on avait des dirigeants dignes de ce nom, on avait un parc nucléaire qui était tellement qui était tellement viable qu'en fait, le prix de l'énergie était très, très, très faible. Le parc nucléaire étant alimenté par l'uranium qui vient d'un autre pays, le Niger notamment en Afrique. Mais qu'est-ce qui a construit la puissance ces dernières décennies de la France? C'est l'énergie. La révolution industrielle, c'est l'énergie. Mais dès lors que le général de Gaulle a développé le parc nucléaire français, en réalité, la France avait ce qu'on appelle un avantage concurrentiel par rapport à ses autres pays partenaires, par exemple. Bon, dans un instant, on entame notre débat. Concernant la fin de vie, on en a parlé, puisqu'un rapport a été remis hier. Il est intéressant d'en parler, d'avoir vos réactions. Quel est votre positionnement sur justement cette fin de vie pour les malades incurables? D'ailleurs, pour la petite histoire, Jean-Luc Godard, qui nous a quittés hier, a eu recours en Suisse à ce procédé. Voilà, parce qu'il était certainement malade, Mam, et qu'il a eu donc recours à la possibilité de pouvoir mourir. Non. Quoi, non? Il était même pas malade. Non, il était même pas malade. C'est lui qui a décidé de partir à ce moment-là, quoi. Ouais. Alors, je sais que ça pose quelques problèmes, notamment chez les pratiquants, chez les religieux, et pas que les musulmans, d'ailleurs. On en reparle dans un instant, un sujet très intéressant qu'on va essayer d'aborder ensemble avec Sonia, Farid, Audrey et Mam. A tout de suite, les amis. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum, votre talk de fin d'après-midi, tous les jours en direct de 16h à 18h sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui Sonia Mebrek qui est avec nous, secrétaire médicale, avec Farid Tamsamani, Audrey Pronosti et Mam également, et vous, chers amis auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000 pour intervenir à n'importe quel moment dans cette émission. Alors, on se dirige-t-on vers un grand changement de politique sur la fin de vie en France? Le Comité national consultatif d'éthique a rendu sa conclusion hier matin. Il juge possible d'aller plus loin que la loi Claes-Leonetti, actuellement en vigueur, et n'écarte pas la mise en place d'une, je cite, aide active à mourir. Le comité prévient également que toute avancée doit se faire dans le respect des conditions strictes. Dans son avis purement consultatif, rappelons-le, le comité d'éthique a émis des propositions avec lesquelles il ne faudrait pas transiger, précise-t-il, sans concerner les personnes majeures dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Principale condition à laquelle s'ajoutent d'autres règles que détaille Alain Claes, rapporteur de l'avis, que je vous propose d'écouter. Écoutez. La demande d'aide active à mourir doit être exprimée par une personne disposant d'une autonomie de décision au moment de la demande, et demande qui est examinée dans le cadre d'une procédure collégiale. D'autre part, nous souhaitons qu'il y ait un débat public sur ce sujet qui concerne bien entendu les citoyens. Il faut la clarté et le temps du débat. Je précise que les professionnels de santé devraient pouvoir bénéficier d'une clause de conscience s'ils refusent la demande d'aide à mourir d'un malade. Ils devraient être dans l'obligation d'orienter le patient vers un autre médecin. Cet avis tranche avec la loi de 2016 sur la fin de vie. Aujourd'hui, seule une sédation profonde est autorisée pour les malades incurables en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé à court terme. Rappelons-le, et c'est bien de le rappeler. Alors justement, après ce rapport consultatif, rappelons-le, Farid, quel est un peu ton positionnement sur ce sujet? Un sujet qui va devenir un sujet de société, un débat de société très prochainement. Voilà, là tu me gênes en posant cette question comme je ça. Sais, mais bon voilà, au bout d'un moment il faut y aller quoi. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas certain, et moi je suis extrêmement, objectivement parlant, extrêmement gêné par la tournure des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a l'être humain que je suis, qui a des positions, des convictions, et puis il y a, on va dire, la défense de l'intérêt général ou une vision beaucoup plus globale. Je sais pas, enfin moi j'essaie d'être le moins hypocrite possible. J'ai souvent ici notamment des désaccords, notamment lorsqu'on aborde la question de la laïcité. Je sais pas si tu te souviens. Oui, absolument. Et notamment, donc c'est une vision qui est globale, qui est pour l'ensemble du peuple. L'histoire de l'euthanasie, parce qu'en vérité il faut
faut dire ce que c'est-à-dire l'euthanasie, c'est la possibilité... On préfère fin de vie à euthanasie maintenant, oui, hein, t'as remarqué ? Oui, ça s'appelle du marketing. Oui. Ça s'appelle du marketing, la réalité est la même chose. Et je fais une petite parenthèse. Ou l'accompagnement au suicide. Oui, voilà. Enfin, je fais une parenthèse, je m'excuse par avance aux auditrices et aux auditeurs qui vont m'écouter, qui peuvent eux être dans des situations difficiles et qui et donc du coup peuvent recevoir mes propos ou peut-être celles de mes collègues aujourd'hui différemment, parce qu'en fait lorsque vous êtes dedans, lorsque vous êtes concerné ou vous avez été concerné, je pense qu'en fait on ne réagit pas de la même manière. Le débat n'est pas voilà, on réagit pas de la même manière. Bon, je vais évoquer un point. Tu parlais tout à l'heure de religion. Les religions monothéistes ont une logique très simple. Monothéiste, c'est-à-dire les trois religions monothéistes, c'est-à-dire que c'est le christianisme, le judaïsme et l'islam. En réalité, c'est très simple. Pour ces trois religions-là, la vie est sacrée. Ouais. Seul Dieu, le Tout-Puissant, Dieu, effectivement, décide du moment de retirer ou non. Voilà. Sauf que philosophiquement, même là-dessus, en fait, même chez les religions, on peut creuser. Ouais. C'est-à-dire même le moment. Enfin, il y a plusieurs écoles, mais on peut même creuser là-dessus. La question, c'est est-ce que tu permets à qui que ce soit de... alors c'est pour ça que je dis, je vais un peu choquer, mais qui que ce soit de mettre fin à la vie de quelqu'un. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Quelqu'un qui veut se suicider, par exemple, eh bien, il ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Il se suicide oui. Et il met la fin de ses jours. Oui, mais c'est pas la même chose, pareil. Pardon. Complètement. Voilà, non, mais je dis pas que c'est absolument pas la même chose. Là, on parle de gens qui souffrent, voilà. qui sont de maladies incurables. Voilà, moi je suis dans d'atroces souffrances et ça existe. Ça existe. Moi, la difficulté que j'ai. Rappelez-vous de l'affaire Lambert. L'affaire Lambert est une énorme manipulation en réalité. Oui, mais d'accord, mais c'était illustré par. Deux membres de la famille, je crois qu'il y avait sa femme et ses parents qui se sont opposés. L'un était pour mettre fin à la vie de ce monsieur qui voulait d'ailleurs et qui l'avait dit au préalable, s'il n'y a plus rien à faire pour moi, débranchez-moi quoi. Complètement. Et tu sais comment ça s'est passé pour lui ? C'est qu'on a arrêté de le nourrir en fait. Voilà, bah oui. C'est qu'on a arrêté de lui donner de l'eau. La sédation. Voilà. Et donc, même ça, c'est déjà un peu. Non, la sédation, c'est pas ça, Christophe. Bah, peut-être, je sais pas. Même ça, c'était dit une connerie. C'était très. En tout cas, lui, on avait arrêté de le nourrir et de lui donner de l'eau. Or, en réalité, c'est comme ça qu'on l'a. C'est comme ça qu'il en est mort. En réalité, c'est même pas sa situation précédente. C'est toujours très, 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 très compliqué. Juste une chose. Moi, je me fais toujours l'avocat du diable. C'est que je me dis, lorsqu'il y a une règle, est-ce qu'elle peut être appliquée de manière non conforme? Scientifiquement parlant, c'est-à-dire, non, pas scientifiquement, mais statistiquement parlant. Est-ce que, par exemple, si on donne les règles, un cadre très précis, et là, peut-être que Sonia nous donnera ses éclaircissements, mais tu donnes une règle précise, il faut respecter tel protocole, tel protocole, tel protocole. Est-ce que l'être humain est capable de déroger à ça, statistiquement parlant? Je pense que, malheureusement, oui, et dès lors, ça amène à des catastrophes potentiel. Donc, j'ai pas dit que j'étais pour ou j'étais contre, mais en tout cas, ma réflexion aujourd'hui, elle est là-dessus. C'est intéressant de t'entendre là-dessus, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de te donner la parole en premier là-dessus. Non, mais... Et les auditeurs, évidemment, appelez-nous pour nous donner votre avis qui nous intéresse. Et ce que disait Farid, justement, c'est que on parle effectivement en n'étant pas concerné ou en n'ayant pas connu une telle situation au sein de notre entourage. Il est évident qu'on peut réagir tout à fait autrement si on est concerné ou si l'un de nos proches est concerné. Et surtout quelqu'un, par exemple, qui est très pratiquant, par exemple religieux, d'un point de vue de la religion, et s'est retrouvé dans cette situation-là. Parce que je pense que c'est dans ce cas de figure que potentiellement ça peut poser problème. Oui, alors Audrey, tu m'as repris sur le mot sédation. Oui, pardon. Oui, alors la sédation, en fait, c'est un liquide en fait qu'on t'injecte dans ton corps. Je le sais puisque c'est ce qu'il m'avait mis pour mes dents. Parce que en fait, c'est pas accepté dans tous les pays et en fonction des dosages, ça peut être très dangereux. D'accord. Mais alors, c'est accepté en France. Lorsqu'on doit mettre quelqu'un en coma artificiel. Mais sédation, c'est ça en fait. C'est un liquide qu'on t'injecte. Voilà. Bon. Alors, dans un instant, on va prendre l'avis des filles, Sonia et Audrey. Et vous, chers amis auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000. Il est important, je crois, que dans cette émission aussi, nous puissions prendre part au débat qui se fait souvent sans nous.
et ça doit se faire avec nous, et aussi peut-être avec nos contradictions, avec notre spécificité, comme le disait Farid, avec nos convictions aussi. Et je crois on l'a prouvé à plusieurs reprises au travers de différents débats sur le droit à l'avortement. J'étais d'ailleurs très surpris d'avoir, agréablement d'ailleurs, d'avoir des avis tout à fait contraires et différents, entre hommes et femmes d'ailleurs, je dois dire. Hein, c'est souvent ceux qui ne sont pas concernés qui ont un avis beaucoup plus tranché que les gens qui sont concernés, en l'occurrence les femmes, pour le droit à l'avortement. Mais là on ne parle pas de ça, on parle évidemment du droit à mourir. Du droit à mourir et pas du suicide. Attention, c'est pas la même chose. Le droit à mourir quand on est atteint d'une maladie incurable et que, évidemment, il n'y a plus rien à faire, que le pronostic des médecins disent c'est terminé. Il suffit juste d'attendre le moment où la personne va s'éteindre par elle-même. Sauf que la personne, elle vit dans d'atroces souffrances et parfois c'est très compliqué. Vraiment, et beaucoup de malades d'ailleurs, pour beaucoup qui en ont marre de souffrir, demandent eux-mêmes à ce qu'on arrête le supplice et qu'on en termine. Voilà. Donc est-ce que finalement on peut peut-être mourir dans ce qu'on pourrait aller employer un mot qui est peut-être un peu fort, mais mourir dans la dignité. On en parle avec vous au 01 40 33 9000. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Farid Tamsamani, Audrey Pronosti, Sonia Mebrek et Mam qui sont avec nous, amis auditrices, auditeurs au 01 40 33 9000 pour intervenir évidemment à n'importe quel moment dans cette émission. Alors Sonia, tu es un peu dans le médical, le sujet te concerne aussi, tu as certainement ton avis à donner, tu as écouté Farid sur ce débat de la fin de vie, sur des choses qui pourraient peut-être changer en France, et beaucoup d'ailleurs, on en parlait, ceux qui décident d'en terminer vont dans des pays dans lesquels c'est autorisé, parce qu'en France ce ne l'est pas, et notamment en Suisse par exemple, pays voisin, on peut tout à fait le faire. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Jean-Luc Godard pour reprendre un cinéaste qui vient de nous quitter, qui a eu recours à ce procédé. Sonia, quel est ton avis sur le sujet? Alors moi, ma position, elle est claire. Pour moi, je peux pas dire que je suis pour, je suis pas pour du tout même. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est un choix personnel pour chaque famille. J'estime que c'est vrai que c'est toujours difficile de voir les gens souffrir, c'est sûr. Surtout quand c'est des maladies incurables et que c'est des maladies qui traînent un peu et puis que les médecins n'ont plus de recours, n'ont plus à part les soulager. Et moi je dis que les médecins, je ne suis pas sûre que tous les médecins soient d'accord sur cette position-là, puisqu'ils sont quand même là pour sauver des vies, pour les accompagner. Ouais, à partir du moment où il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Le médical te dit c'est fini. C'est fini, oui. Laisse faire les choses. Est-ce qu'on est obligé de devoir décider de leur supprimer, de leur arrêter leur vie? Est-ce que c'est pas un peu confortable de dire ça quand on n'est pas concerné par la situation? Alors moi je dis que de voir un proche souffrir dans d'atroces douleurs. Oui. Voilà. Oui. Essayons de nous placer dans ce modèle-là plutôt que. Alors moi je suis d'accord quand le patient a pris une position dès le départ et a donné son accord. C'est ça, c'est la volonté du patient. Tout à fait, la volonté du patient. Pas de la famille ou pas des médecins ou des gens qui l'accompagnent. Ouais. C'est surtout le patient. Ouais. Si le patient est d'accord et qu'il a donné son accord dès le départ en disant qu'il ne pouvait pas continuer à souffrir et que ça a été fait vraiment dans les normes, dans les choses, dans les règles de l'art, pourquoi pas? Mais pour moi, je reste sur cette position-là, est un petit peu difficile pour moi. Moi, je l'ai vécu aussi avec ma maman. J'ai perdu ma maman aussi d'une longue maladie, tout ça. Donc, c'était un parcours assez difficile. Mais de les voir souffrir, c'est pas facile. Mais on accepte les choses. On est obligé de les accepter et de laisser faire les choses naturellement. Voilà. Audrey, sur le sujet, évidemment, de la fin de vie, ta position avec tes camarades? Écoute, c'est assez compliqué aussi parce que quand on est croyant, on a envie de se raccrocher à ce précepte qui est que justement la vie, on a le début et une fin de vie et c'est comme a dit Farid, c'est Dieu qui décide de tout ça, mais au-delà de ça, on a quand même des maladies comme Alzheimer qui font que ce sont des personnes qui sont obligatoirement encadrées. Après, la famille, je vois pas quel est l'intérêt aussi. Moi, en fait, j'arrive pas à avoir d'avis, clairement. Je sais que c'est un peu facile, mais je pense que... Je vais pousser le bouchon alors, parce que là, j'ai l'impression qu'il vous faut un
un petit starter là pour le coup. Il y a les convictions religieuses, je suis d'accord. Effectivement, les préceptes, d'ailleurs dans les 3 religions monothéistes, c'est le Tout-Puissant qui doit décider du moment où effectivement ça doit s'arrêter ou ça commence. On est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, la réalité veut que si le patient décide, signe un papier en disant voilà, je suis atteint d'une maladie, si ça se passe mal, je signe le fait de. S'il n'y a plus rien à faire médicalement parlant, ça existe. Je veux qu'on arrête les souffrances. C'est une discussion que j'ai eue. C'est une discussion que j'ai eue avec un de mes proches. Il y a peu de temps, et si cette personne avait un accident très très grave et la personne était vraiment paraplégique, pouvait vraiment plus rien faire de sa vie, enfin c'est vraiment et évidemment avec des souffrances, hein, on va pas se mentir, eh bien c'est un arrache-cœur. Mais voilà, je suis obligée de respecter sa volonté. Voilà, c'est ça, respecter sa volonté. Alors tiens, je précise, pardon, hein, pour tous les auditeurs, j'avais fait une connerie, le standard était éteint. Il est rallumé, tout va bien. 01 40 33 9000. Mamadou qui nous appelle de Grenoble. Salut Mamadou. Bonjour, assalamu alaikum, bonjour, vos invités, effectivement, mon point de vue sur ce côté-là. Oui. Bon, ça revient tout le temps sur la loi de la laïcité, effectivement, parce que la religion, ce n'est pas un outil politique. Mais c'est quoi le rapport avec la laïcité, là, Mamadou? Le registre est moral. Ouais. Et l'éthique morale de la conscientiale, c'est l'être humain qui a l'éthique conscience. Ils mettent la morale qu'il veut. Alors celui qui souffre, c'est sa responsabilité. Alors le médecin qui est croyant, qui confesse en Dieu, il ne peut pas, parce que la justice sociale ne le permet pas, ni la justice qui vient de Dieu. Pourquoi la justice de Dieu dépense la justice humaine? C'est fait qu'il ne touche pas ce qui ne lui appartient pas. Mamadou, c'est facile. Oui, mais alors, excusez-moi, votre propos est très facile, pardon. Excusez-moi, monsieur. Le suicide n'est pas toléré dans la justice sociale. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se suicide, et même des croyants le disent, ce sont des personnes qui, peut-être la seconde d'après, reprennent leurs esprits et n'auraient pas fait cet acte. Ouais, mais arrêtez de parler de suicide, il ne s'agit pas de suicide là. Non, mais c'est pas le suicide, c'est-à-dire que c'est ton choix, c'est un avis. Est-ce qu'on prend sur ce côté-là, il est responsable. C'est comme on dit, c'est la femme dispose son corps. T'es pas responsable de tes souffrances, Mamadou. Donc, il y a une question de responsabilité individuelle, la liberté individuelle. Oui, mais Mamadou, tu n'es pas responsable de tes souffrances. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, mais la personne, elle souffre, mais c'est-à-dire que le médecin, il ne faut pas le faire. Moi, en tant que croyant, je ne peux pas le faire. Je respecte les lois républicaines. Est-ce qu'on prend, j'honore ma foi religieuse, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, et notre va le faire, c'est la laïcité. Donc il faut respecter les religieux, c'est ça qu'on appelle la laïcité. Mais il ne s'agit pas de respecter ou pas les religieux, il s'agit d'avoir un avis, ou pas d'essayer de réfléchir. Non, mais essayez de réfléchir. Excusez-moi, je pense que vous vouliez dire que c'est le choix des personnes, c'est ça? Ouais, monsieur, c'est ça, c'est votre choix à vous. Moi, je suis médecin, je n'ai pas le droit d'enlever la vie. Mais oui. Lui, je comprends, je ne vais pas lui donner de petit qui m'a demandé. Tout à fait. Donc je n'honore moi-même ma dignité. Bon, merci. Je ne vais pas déshonorer la dignité d'un autre. Merci Mamadou, voilà, on a vu ton avis bien tranché. Bon, Christophe, oui. Juste une chose, je me suis permise de parler de ça parce que il parle du entre guillemets du suicide assisté. Ouais. C'est pour ça. C'est pas mes propos. Ouais. C'est pour ça que je me suis permise de dire ça. Bon, voilà. Alors dans un instant, Audrey, tu nous as préparé un petit texte, une petite chronique sur le sujet, voilà, qu'on va écouter dans un instant, juste après la petite pub VIP. C'est une banque, voilà, qui va faire sa pub maintenant sur France Maghreb 2. Je vous préviens, comme ça, hop. Et on est de retour très vite après avoir mis un peu d'argent dans la caisse. Le LGF, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Alors, en antenne, Farid me disait quelque chose d'intéressant. La notion de la souffrance, par exemple, en islam, il y a une définition. Alors, encore une fois, je suis pas théologien. Non, mais d'accord, mais tu as ton avis à donner. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, en islam, la notion de souffrance, elle correspond également à un élément du rapport avec le Tout-Puissant, Dieu, et notamment l'après-vie, dans le bas monde. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai disais je fais très attention parce que il y a des gens qui doivent nous écouter, qui doivent être dedans et écouter des propos que je viens de dire là à l'instant. Je me mets à leur place, ça doit être aussi très choquant. Oui. Donc mais la question, si on prend un peu de hauteur,
C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait un rappel, et je crois que l'auditeur l'a pris dans le mauvais sens du terme, notamment sur la laïcité. Ah oui. Quand on est dans un pays qui n'a pas de religion d'État. Je dis une bêtise, vous allez en Indonésie, il y a une religion d'État. Alors peut-être pas l'Indonésie, mais... l'Indonésie, l'islam. Voilà, il y a une religion d'État. Donc du coup, l'Iran ou d'autres. En réalité, la question ne se pose même pas. Elle se posera quand ils auront notamment avancé et notamment qu'ils auront potentiellement mis la religion de côté, mais la question ne se pose pas. Vous êtes, je dis une bêtise, en Israël, par exemple, la question ne se pose pas. Vous savez qu'en Israël, l'euthanasie, c'est interdit. C'est interdit, voilà. Bien sûr. Donc, bien sûr. Donc en France, il n'y a pas de religion d'État. Il n'y en a plus, en tout cas. En tout cas, le process qui a été sur la laïcité a débarrassé la France d'une religion d'État. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un dogme qui doit être imposé d'un point de vue religieux à d'autres. Donc du coup, la question qu'on doit se poser, nous, c'est si on doit réfléchir, est-ce qu'on doit réfléchir uniquement par rapport à nos convictions personnelles, mais nos convictions personnelles ne concernent pas les 67 millions d'habitants de ce pays, ou alors on doit réfléchir par rapport à l'ensemble de la société, et notamment on en revient, et là c'est là que je veux faire un autre parallèle avec la laïcité, on en revient à la notion de liberté individuelle. Or notre pays n'a pas été construit sur la notion de liberté individuelle, mais a été construit sur une notion d'égalité. Et c'est très... Bon, c'est peut-être un débat un peu trop philosophique, mais c'est très complexe. Les médecins, je suis désolé de le dire, mais tous les médecins ne sont pas forcément d'accord sur la... Et pas forcément croyants, pas croyants. Hein. Non, mais je pense qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont là pour sauver des vies, il ne faut pas l'oublier. Donc aussi, interrompre la vie de quelqu'un, c'est une démarche assez difficile quand même pour un médecin. C'est contradictoire quand même. Reconnaître qu'on est impuissant, c'est ça? Bah, quelque part, oui. Et les médecins ont un peu de mal avec l'impuissance. Hein. Voilà, et je pense que c'est pas non plus leur rôle. On peut pas leur demander de sauver des vies et d'à côté... Voilà, tout à fait. Est-ce que je peux donner un exemple? Mais cela dit, Christophe, Farid, ce que tu viens de dire sur la notion de liberté individuelle, c'est super intéressant et fondamental même. Oui, alors peut-être que je pense qu'il faut creuser là-dessus. Juste un exemple. Il y a parfois il y a des gens qui sont souffrants et vous avez des médecins qui leur disent voilà, madame, monsieur, vous souffrez de telle pathologie. Je vais faire très court. On peut pas vous soigner. Oui, vous avez tant. Voilà, vous avez X temps potentiel. Il faut une estimation. Il vous reste à vivre. Voilà. C'est jamais vraiment juste. Et il s'avère que pour différentes raisons que je ne connais absolument pas, la même personne en fait réussit à s'en sortir, à guérir parfois même. Encore une fois, je suis absolument pas médecin, mais donc du coup, ça peut si vous vous focalisez uniquement sur un avis, par exemple, l'avis du médecin qui lui a étudié, qui lui dit pas de bêtises, parce qu'il est vraiment dedans, et qui vous dit, bah monsieur, vous avez 6 mois ou quoi que ce soit. Bah, peut-être que quelqu'un aura décidé à ce moment-là de dire, bah moi, il faudra abréger mes souffrances, etc. Abréger mes souffrances, voilà, c'est dans ce cadre-là. Il faut tenir compte des souffrances et aussi de la dignité, quoi. La dignité de la personne. Alors, sur l'histoire de la dignité, moi j'ai un autre élément, un sous-jacent à ce débat-là, c'est est-ce que tous les Français, par exemple, tous les citoyens qui vivent dans ce pays sont, et là peut-être que Sonia me contredira, mais sont égaux face notamment à l'accompagnement dans la dignité. Alors, l'accompagnement, moi je voudrais en parler justement, parce que c'est vrai que l'histoire de la fin de vie, tout ça, c'est une chose. Mais je trouve que ce qui est le plus important, c'est d'être accompagné. Il y a des gens qui sont en fin de vie, qui sont malades et tout. Moi, je vois souvent, j'ai vu des situations un peu difficiles où les gens ne sont pas accompagnés. Non pas la famille, non pas des proches, non pas des gens pour les écouter, pour écouter leurs souffrances, pour les accompagner. Je trouve que c'est la base de tout. La fin de vie, c'est une chose, mais déjà l'accompagnement des gens, c'est important. Et par exemple, les hôpitaux, est-ce que les moyens qui sont donnés aux hôpitaux, est-ce que tous les hôpitaux sont égaux par rapport à ça, par exemple? Non, pas forcément. Voilà, on n'a pas le même effectif, mais on n'a pas non plus le temps. On ne peut pas demander à une infirmière ou à une soignante de prendre le temps de prendre 1 heure avec un patient parce qu'il a un besoin beaucoup plus. Elle l'a pas. Ouais. Il faudrait penser plus à ces choses-là. Mais Sonia, ça c'est une question de moyens. C'est une question de moyens, mais moi je te parle des soins palliatifs, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, qui sont prêts à mourir, quoi. Et ces gens-là, on devrait leur apporter plus d'intention. C'est pas le question de longue vie, de choses, fin de vie, de choses là qui est important. Les gens, enfin là, c'est une polémique qui est au goût du jour en ce moment, mais je pense qu'il faut creuser sur autre chose. C'est l'accompagnement. Tout à fait. C'est important. Moi, je l'ai vécu personnellement et je me suis dit, moi, si j'étais pas là auprès de ma mère, qui l'aurait fait?
Parce que les infirmiers, les aides-soignants, moi je les plains pas parce que c'est un milieu très difficile, c'est un boulot très dur. Il y a très peu de reconnaissance, faut le dire. Ma critique, elle était sur le système, elle n'était pas sur les personnes. Et je trouve qu'on devrait plus approfondir sur ce domaine-là. Voilà, l'accompagnement de fin de vie, c'est ça qui est important. Tu faisais référence notamment sur les souffrances. Les souffrances, tout à fait. La manière dont tu accompagnes, encore une fois, je suis pas médecin, donc du coup, peut-être que je dis n'importe quoi, mais la manière dont tu accompagnes quelqu'un, en fait, les souffrances ne sont pas forcément vécues de la même manière. Tout à fait. Or, on va parler de choses qui fâchent. Il y a combien on a un certain nombre d'EHPAD ou de maisons de retraite où dedans, quelles que soient les religions des personnes qui y séjournent, parfois ils sont absolument pas accompagnés. Tout à fait. Complètement parfois. Alors le Covid nous l'a démontré un petit peu, mais en réalité ça c'est bien avant le Covid. Et ça n'est pas propre à la France d'ailleurs. C'est un sujet qui est tabou, que beaucoup de gens, et notamment les gens religieux, ne veulent pas accepter, parce que dans la culture d'un certain nombre de personnes, en fait, personne meurt seul. Mais en réalité, je peux vous garantir, même dans les pays... Il y a beaucoup de gens qui meurent seuls. Bien sûr, énormément. Et ça, c'est de la souffrance. Au Maghreb, par exemple, Farid, les maisons de retraite, ça n'existe presque pas. Alors, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. C'est marginal par rapport à en France, par exemple. Mais ça va le devenir de plus en plus. Oui, mais culturellement... Parce que culturellement, voilà, c'est... L'enfant, il va... D'ailleurs, le fils va vivre chez les parents... voilà, j'ai dit pas de conneries, mais bon. Mais parce que les conditions matérielles sont pas les mêmes. Mais en France aussi, quand tu vas au fin fond du Larzac, d'une certaine manière, l'homme ou la femme qui a un certain âge, il finit ses jours généralement chez un de ses fils ou une de ses Après, filles. ça n'englobe pas que la culture musulmane, les parents, parce que moi je connais des gens qui sont catholiques et ils s'occupent de leurs parents, ils les accompagnent et c'est par relais comme on le fait nous. C'est le mode de vie. C'est le mode de vie qui a fait évoluer ça. Pour parler que de mon cas, par exemple, mes parents, ma mère avait fait une promesse à ses parents que dès lors qu'ils ne pourraient plus s'occuper, enfin de rester seuls, habiter chez eux, elle les prendrait chez elle. Et ma mère, elle a pris ses parents, son père et sa mère, à des périodes différentes, et elle a pris aussi ses beaux-parents, parce qu'elle a dit, il n'y a pas de raison, je veux dire, mes parents, il y a les parents de mon mari aussi. Donc si vous voulez, on a eu mes 4 grands-parents qui ont terminé leur vie chez mes parents. Mais question un peu personnelle, donc ta maman a pu faire ça, dans quelles conditions elle l'a fait ? Matériellement parlant, je veux dire. Elle travaillait pas ? Non, elle travaillait pas. D'accord. Mon père. Elle avait une maison suffisamment grande ? Absolument. Et elle a pris des accompagnants qui venaient faire la toilette, qui venaient faire une prescription médicale. Mais elle les prenait. Mais vous savez que c'est un travail 24. Enfin, c'est du travail 24 sur 24. Non, mais c'est tout à l'honneur. Moi, j'ai ma belle-mère à la maison, par exemple, qui est dépendante, dont ma femme ne travaille pas et s'en occupe. C'est du travail H24 parce que ça fait des crises de démence. La nuit, elle se réveille, elle est paniquée, il faut aller la rassurer. Enfin voilà, tout ça, c'est. Mais je veux pas raconter ma vie, mais voilà, toutes ces situations, tout le monde les connaît. Et c'est un choix. C'est un choix, Christophe, qu'on fait. Les parents nous ont donné la vie, nous ont accompagnés, se sont sacrifiés. On leur doit à nous maintenant de leur rendre l'appareil, quoi. Ça paraît logique, mais c'est pas. Alors, c'est pas. Non, Christophe, moi je nuancerais sur ça. C'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Non, moi je nuancerais. Pourquoi ? Je veux pas jeter la pierre à celles et ceux qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas. Bien sûr. Parce que je vais donner un cas précis. Quand vous avez un membre de votre famille qui est souffrant d'Alzheimer, par exemple. Et vous avez vous-même des enfants en bas âge que vous devez éduquer pour mais bien sûr. Encore une fois, l'idéal pour tout le monde, ça serait que tout le monde reste à la maison et qu'on accompagne cette personne qui est souffrante. Tu as raison. Toutes les personnes ne peuvent pas le faire. Pas, bien sûr. Et il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez d'une vidéo atroce il y a quelques années d'une maman qui se plaignait que son fils l'avait abandonné, etc., etc. Je sais pas si j'en ai reparlé il y a pas longtemps, c'est pour ça. Et donc cette personne était quelqu'un qui était un peu connu sur les réseaux sociaux et donc tout le monde s'était jeté sur lui en disant mais le fils, pour quelle raison il sait pas. Oui, il y avait une raison. Alors, et du coup, la réalité c'est que comme la personne par personne intermédiaire on la connaissait, en fait il y avait des raisons à ça derrière qui étaient beaucoup plus complexes. C'est pour ça que nous, très souvent, en fait, on a un œil où on juge un peu trop facilement. De toute façon, les juges des réseaux sociaux, ça va 5 minutes. Non, mais c'est pour ça que ton exemple est extraordinaire, Christophe, mais il n'est pas forcément. Non, il n'est pas extraordinaire, il est normal. Dès lors qu'on puisse le faire, oui, il est normal. Voilà. Non, qu'on puisse le faire comme tu dis. Mais excuse-moi, Christophe. Ta maman, vous n'avez pas en bas âge, et matériellement parlant, elle pouvait se permettre. Oui. Bah oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, mais par exemple, voilà, je te prends le cas de ma belle-mère qui est à la maison, je suis le mari, c'est pas ma mère, tu vois, et pourtant ça me paraît tout à fait normal. Mais tu viens de et pourtant on est sacrifié, on peut pas sortir quand on veut, tu vois. Oui, mais t'as une maison. Ouais.
Et t'as pas d'enfant en bas âge, par exemple. C'est juste deux critères. Je dis pas que c'est les critères essentiels, mais c'est 2 éléments. Si t'avais, je dis une bêtise, t'as des triplés nourrissons et que tu vis en appartement où t'es sans papier, je dis une bêtise, on rajoute les choses. Tu vois, avec Darmanin, on risque de le devenir. Je te promets que j'ai pas dit que t'avais tort. Bien au contraire, je pense qu'il faut aller dans cette logique. Tu as raison. Financièrement, ça coûte pas plus cher de prendre une personne un malade à la maison que de la mettre en maison de retraite. Excusez-moi. Je préfère avoir. Ça dépend de la pathologie, Sonia. Non, mais les maisons de retraite, c'est attention, ça coûte 3 000 balles par mois. Ça coûte très très cher. 3 000 euros par mois. C'est quand même mieux d'avoir une personne. Mais sincèrement, Sonia, je vais te poser une question. Quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Tu crois sincèrement que c'est conscient, j'utilise le terme conscient, mais volontairement, de la garder pourtant les maisons de retraite, franchement, faut pas m'en parler, hein, mais clairement, tu penses que c'est conscient de garder une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer? Bien sûr, pourquoi? Alors, pourquoi moi, je te dirais, Audrey, si on peut le faire, si on est une personne qui ne travaille pas, qu'on est là tout le temps à la maison, pourquoi pas? Moi, je préfère avoir une personne. Avec les conseils des médecins. Une personne, Alzheimer à la maison, que dans une maison de retraite. Attendez, laissez parler Sonia, que dans une maison de retraite. Faut qu'elle s'habitue un peu, Sonia, quand même. Ah oui, mais laissez-la bien faire un peu le bisutage. Non, mais ça va. Non, mais dans une maison de retraite, tu sais, ils sont très peu, ils ont beaucoup de patients. Ils sont très peu nombreux. Ils n'ont pas le temps de se consacrer à une personne. Et la maladie d'Alzheimer, franchement, c'est une maladie vraiment particulière. C'est des gens qui n'ont plus de plus en plus de personnes. Qui n'ont plus. Ça touche beaucoup les femmes en plus. Oui, et de plus en plus jeunes, malheureusement. Pas que. Non, mais de plus en plus jeunes. Je vais te répondre à ça. J'ai un ami, son père est atteint de cette maladie. Comment s'appelle ton ami? Il me racontait son quotidien. Il est toujours avec lui. Il va le voir, il le prend chez lui, il essaie de faire son maximum. Il m'a dit, je n'ai plus de vie. C'est une réalité. Est-ce que je peux faire l'avocat du diable? Et alors, Audrey, c'est comme ça. Moi, j'ai plus de vie. Ma femme et moi, on n'a plus de vie parce qu'on a la belle-mère à la maison. Et alors, c'est pas autant. Mais c'est normal. Excuse-moi, mais tu sais, moi je me dis que c'est nos parents. Moi je parle des parents, hein. Je reste sur ce. Bien sûr. Moi je me dis que mes parents m'ont donné la vie, m'ont élevé. Laisse-la terminer, merde. Oui, mais Audrey, mes parents m'ont donné la vie, m'ont élevé, je suis devenue adulte grâce à eux. J'ai eu ce que j'ai voulu grâce à eux. J'estime que je me dois de m'occuper d'eux dès qu'ils ne sont plus en état de pouvoir le faire seuls. Ce qui est normal. Alors, je vais te raconter une autre histoire que Christophe, tu connais. Le papa de Hicham, il est sorti, il l'a pas retrouvé. Ouais, alors là, c'est autre chose. Non, oui, ça c'est autre chose. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? Oui, t'aimes bien toi de faire l'avocat du diable. Non mais vous savez, c'est l'histoire du cerveau gauche, cerveau droit. Oui. Un jour on en reparlera, mais lequel marche le mieux, toi? Non mais le principe de contradiction, je crois que c'est le cerveau gauche. Des fois à gauche, des fois à droite. Ah, c'est ça. Mais toi, t'es plutôt au centre, j'ai l'impression. Exactement. C'est très compliqué. Non mais et donc du coup parfois on pense faire du bien. Oui. Etc. Mais on n'est pas formé à accompagner ce type de personnes, ce type de maladie. Et on parlait de souffrance tout à l'heure. Et finalement, on pense rendre service et faire du bien. Finalement, ça se trouve, on fait plus de mal qu'autre chose. Oui, mais si on est accompagné, et là, tu as raison de rappeler l'accompagnement, maladie d'Alzheimer, parce que vous prenez ce sujet, je crois qu'on s'est un peu éloigné de la fin de vie. Mais pour le coup, si on est accompagné, c'est-à-dire avec du personnel médical qui nous explique comment agir, comment réagir, comment ceci, cela, je pense que on peut tout à fait le faire et la prendre à la maison. Et d'ailleurs, elle sera bien mieux à la maison que d'être suivi par des personnes qui sont certes dans le milieu médical mais étrangers à la personne et qui vont parfois, vous savez, les cas de maltraitance, ça existe, hein, je vous le dis. Bien sûr. Voilà, ça existe. Moi, je peux te dire, parce que je l'ai vécu, le soin palliatif à domicile, ça se fait. Nous, on l'a fait. Je l'ai fait pour ma mère. Elle était à la maison, dans son lit, dans sa chambre, parmi les gens qu'elle aimait, ses enfants, son mari. C'est important. Tout à fait. Et on a eu des infirmières qui venaient, tout ce qu'il fallait, les soins étaient faits à la maison. Et je trouve que c'est important pour le patient d'être chez soi, de se retrouver avec des gens d'avoir ses repères, bien sûr, que d'être dans un lit d'hôpital, dans une maison de retraite, d'être parmi des gens qui se vont. Vous savez, moi j'ai vu les hôpitaux. Hein. Ma maman était hospitalisée quand même beaucoup de temps. Heureusement que j'étais là tous les jours, je la voyais tous les jours, mais je voyais des gens qui hurlaient dans les couloirs juste pour qu'on leur mette leur couverture. Moi qui passais, c'est moi qui passais, qui n'avaient rien à faire dans ce lieu, et je leur mettais leur couverture, je leur donnais même à boire.
Donc les gens, faut comprendre que quand on voit ça, on a quand même mal au cœur. Et moi, je ne peux pas concevoir qu'on laisse ses parents, voilà, ou même des gens qu'on aime, parents ou enfants, je ne sais pas, voilà, dépendants de ce genre de choses. Parce que moi, je ne remets pas tout sur le milieu médical, parce que bon, voilà, ils ne sont pas en effectif, ils sont très peu, ils ont beaucoup de travail, on leur demande beaucoup de choses. Mais il faut aussi, quand on peut prendre ses parents ou ses enfants, ou enfin des gens pas des malades, chez soi, il faut le faire. Exactement. Voilà. Alors Audrey, pourquoi sous quel angle tu as axé ta chronique qu'on écoutera dans un instant juste après la pub? J'ai fait un texte justement qui concerne du choix qu'on peut avoir si on est malade ou pas. Parce que juste, je voulais rectifier ce que j'ai dit par rapport à Godard. En fait, il était pas malade, mais il était épuisé par la vie. 91 ans, donc voilà, il était franco-suisse. Il n'a pas eu besoin d'aller en Suisse. Donc voilà, il a eu recours à cette démarche. Donc, mais il l'a fait en Suisse, oui, sa démarche. Pardon ? Il l'a fait en Suisse, sa démarche. Il l'a fait en Suisse. Oui, il l'a fait en Suisse. Non, tu dis il n'a pas eu besoin d'aller en Suisse. Si, il a été en Suisse pour ça. Ce qui fait que non, mais il est franco-suisse. Oui, je sais, j'ai compris. Mais il a été en Suisse pour le faire, parce qu'en France, il n'aurait pas pu le faire. Ce qui fait qu'il a respecté un des préceptes d'un des titres de films qu'il a réalisé, Sauf qui peut la vie. Exact, bien joué. Dans un instant, Audrey pronostic pour son texte et le zapping à suivre. Alors, on va revenir dans la réalité. On a été dans un sujet assez profond avec des réflexions et tout. Là, on va revenir dans le je m'excuse à celles et ceux Non, mais tout va bien. Ici, on parle vrai ici. Hein, c'est un slogan d'une autre radio, mais que je salue d'ailleurs, Sud Radio. On parle vrai, nous ici, mais vraiment vrai. D'accord. Dans un instant, le zapping, on va revenir à des trucs un peu plus crado. Tiens, l'affaire du maire de Saint-Etienne. Je sais pas si vous avez suivi ça. Vraiment dégueulasse. À suivre. J'ai pas. À suivre aussi la belle histoire des génériques, le JT d'une certaine chaîne. Le quiz et la battle tout à l'heure. Préparez vos arguments. Sonia, Farid, Audrey, Mam et auditeurs, auditrices, vous pouvez aller voter. Hein. Refus d'obtempérer, faut-il durcir les sanctions? Audrey, elle dit non. Farid, il dit oui, plus que oui. À tout de suite. Le LGF, un débat très intéressant qu'on a eu et qu'on pourra prolonger, bien entendu, sur cette histoire de fin de vie et au-delà de la fin de vie aussi, de l'accompagnement des malades, des personnes âgées, de faire le choix de les prendre ou pas à domicile quand on le peut, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a autant d'exemples de situations. Ça mérite une grande émission d'ailleurs. Hein. Ouais, non, mais franchement, avec des professionnels, du milieu médical, mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois, il ne s'agit pas de juger. Exactement. Voilà, il faut surtout pas juger. Non, quand on ne connaît pas la situation des gens, bien que quelqu'un vous raconte, voilà, moi je fais ça, fais ci. Lui dire c'est bien, ok, mais c'est peut-être pas bien non plus. Je sais pas. C'est selon en tout cas l'appréciation de chacun et selon les possibilités que l'on a pour pouvoir accompagner. Mais tu vois, Christophe, moi, en tout cas, moi, ma conception, elle est toute simple. Moi, j'estime que le premier lien que j'ai eu avec mes parents, c'est le premier jour, c'est ce qu'on fait à tous les bébés, c'est le pot à pot. C'est ça le lien. C'est ça le lien. Et ce lien-là, il est indéfectible, quel que soit ce qui peut se passer dans la vie, et qui fait que quand on doit rendre l'appareil, c'est-à-dire que nous les enfants, ce sont nous les adultes, et les adultes deviennent les enfants, nos parents, c'est ça. Ce lien-là, on se souvient du pot à pot. On ne peut pas se décrocher, même si le parent est malade. Après, bien évidemment, il faut avoir cette possibilité économique, psychologique aussi. C'est très, très important. Ouais. Moi, je ne me vois pas. En tout cas, ça, c'est ma conviction profonde. Ne pas m'occuper de mes parents et surtout de les voir, que d'autres personnes s'en occupent à ma place. Je pense que c'est ma responsabilité jusqu'à la fin de leur jour. Mais tu as complètement raison. Mais on ne peut pas la généraliser. On peut pas la généraliser. Et je vais te donner un exemple complètement, mon exemple, encore une fois, qui est contradictoire. Un enfant qui se fait violer par ses parents, qui a eu le même pot à pot. Est-ce que, in fine, il aura la même réaction? Non, bien sûr. Probablement que non. Bah non. Donc c'est pour on ça le voit d'ailleurs avec ce qui s'est passé dans le Nord, là, la maison de l'horreur. Oui, la maison de l'horreur, voilà. oui. Avec des enfants, des parents qui ont maltraité leurs enfants pendant des années. Et c'est tout à fait respectable. Et on aspire à ce que nous tous, on soit tous dans cette situation-là. Exact. Le moment. Alors, il faut qu'on avance. Il faut sauter, mais il faut pas juger celles et ceux qui, pour différentes raisons, l'amènent. Et on a tous ce défaut collectif. Hein, je veux dire, moi, je me mets dedans aussi. Tout le monde, on est tous dans le jugement, et il faut vraiment qu'on cesse de juger les autres, parce que quand on connaît pas les situations dans lesquelles vivent les gens, surtout, il faut s'abstenir. Tu ne sais pas comment. Je pense qu'il faut respecter le choix de tout le monde. Et tu sais pas de quoi est fait l'avenir. C'est important. Et tu sais que
je me souviens avoir, dans ma vie, voilà, j'ai 45 balais, avoir eu des jugements tranchés sur certaines choses qui me sont arrivées par la suite, et crois-moi que j'ai réagi totalement. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut grandir en fait, c'est avec les expériences qu'on apprend. Audrey, on écoute ta chronique que tu nous as fait sur évidemment ce sujet très important. Audrey Pronosti, journaliste sur France Maghreb 2. Serré, main dans la main, ce geste pour affronter les prochains lendemains, pour les imaginer bien plus sereins. Nous avançons vers le chemin de notre vie, celui qui nous galvanise mais qui nous fait peur aussi, où personne n'ose penser à son existence et à son préavis. Alors le temps passe, on se dépasse, se surpasse, pour se convaincre que rien n'est fugace, pour se souvenir que finalement, on laissera une trace. Même si sur cette terre, notre passage est mouvementé, qu'il est rempli d'incertitudes et souvent désorienté, on cherche la direction pour lui donner un sens ordonné. On emprunte les voies les moins périlleuses, certains suivent les dogmes et réflexions les plus pieuses, et d'autres choisissent des volontés audacieuses. Alors le vent de nos vies souffle sans même le voir, nos choix s'entremêlent sans les percevoir, on court si vite qu'on en oublie de s'asseoir. S'asseoir pour contempler notre chance, plutôt que celle de nos exigences, qui nous font oublier l'essentiel de notre aisance. Chacun est différent, chacun vit comme il l'entend, mais notre condition sociale joue un rôle déterminant. C'est là que petit à petit, la faim se présente, qu'elle soit physique ou mentale, elle devient pesante. Pour certains, elle est éprouvante, pour d'autres, délivrante. Alors le choix de partir vient à nos esprits, naturellement ou par euthanasie. Certains disent qu'au nom de Dieu ce serait folie, d'autres préfèrent choisir s'ils auront ou pas une place au paradis. C'est une belle conclusion, j'ai envie de dire, ma chère Audrey. C'est très beau, magnifique. J'aime beaucoup. Oui, c'est très beau, ma chère Audrey. Bravo à toi. C'est parti pour le zapping. Allez, c'est dur d'enchaîner avec ça. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on les reconnaît. Pas mal hein, ce jingle, Sonia, hein, franchement. Oui. Ah, il est beau, hein, il est beau. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. C'est un jingle, c'est un zapping à lui tout seul. C'est ça, non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un zapping à lui tout seul. Hop, hop. Alors tiens, on avait perdu Audrey Pronosti. Je sais pas si elle est revenue. Elle est revenue. Oui, alors Audrey, on était en train de te dire que c'était très beau. Hein, c'est très beau, franchement, ton vraiment. Hein, et que c'était une belle conclusion. Alors, place au zapping maintenant. Avec, vous savez, la mort de la reine Elisabeth II, évidemment, on en parle. Sauf qu'il y a des petites choses qui se sont passées, notamment une internaute qui s'est réjouie de la mort d'Elisabeth II. Bon, elle a eu quelques soucis, écoutez. Elle s'est réjouie de la mort d'Elisabeth II en direct sur les réseaux sociaux. Depuis cette vidéo, la vie de Jackie, une restauratrice écossaise opposée à la monarchie, n'est plus la même. Elle s'est mise à dos les habitants de son quartier. Pour preuve, la devanture vandalisée de son restaurant spécialisé dans les fish and chips et l'escorte policière nécessaire vendredi soir face à une centaine de riverains en colère. D'ailleurs, ça me fait rappeler que tout le monde est tombé sur Mélenchon qui a osé dire, rendez-vous compte, il a dit on va bouffer de la reine. Ouais. En parlant, voilà. Il voulait dire qu'il en avait marre quand même. Voilà. Peu, hein. Et tout le monde dit ouais, c'était manque de respect, mais franchement, ça devient fatigant. Non, hein, mais, je vous le dis. non, mais par contre, le cas de cette jeune fille est révélateur en fait, parce que
les Anglais, bien que nous sachions tous autour de cette table, sauf moi, que les Anglais savent très bien que la royauté n'a pas de poids réel dans le gouvernement, mais ils sont très 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 unis derrière la royauté. Donc finalement, en Irlande du Nord, on a sorti les klaxons. Hein. En Irlande du Nord, par exemple, on a klaxonné quand on a appris le décès de la reine. Hein. Christophe, cette restauratrice, elle a la chance de vivre dans un pays démocratique. C'est vrai. Non, parce que je peux te dire qu'ailleurs, elle aurait déjà été zigouillée. Bon, s'il vous plaît, sortez les mouchoirs. Le mea culpa de Olivier Véran. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était vers la fin de la première vague, j'ai senti que j'étais en zone de fragilité. C'est-à-dire j'ai senti les symptômes qui ressemblent à un burn-out. J'en ai fait beaucoup de diagnostics chez des malades. Avec les vertiges, les crampes, la nausée, l'incapacité de me dire que je vais réussir à rentrer dans cette salle à l'Élysée, m'asseoir et dire ce que je dois dire. Et je me suis dit, là, tu commences à tout petit peu à tirer sur la corde. Mesquine. Il a un livre à vendre, hein. Faut pas l'oublier quand même. Mais c'est son livre, c'est ce que j'allais dire. C'est son livre. Ouais. Il est en promo, le mec. Il a besoin d'argent, là. Non mais voilà, voilà. quand on entend ça, Farid, franchement, c'est rassurant. C'est vraiment Covid de sens. Non mais sérieusement. C'est grave. Hein, Farid, sans déconner. Bon tiens, tu veux une histoire bien cradingue? Direction Saint-Etienne, écoutez. Les habitants de Saint-Etienne n'en ont pas fini avec le scandale du chantage à la sextape. Le site d'information Mediapart a publié hier des enregistrements audio accablants pour le maire Gaël Perdriau. À ses côtés, son directeur de cabinet, Pierre Gauthieri. Face à eux, le premier adjoint, Gilles Artigue, les menace de saisir la justice pour chantage. Il les enregistre à leur insu. Les propos sont saisissants. Moi j'ai une vidéo de vous, le plus mais allez-y. Vous faites ça, l'ensemble des parents des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants recevront une copie du film. En 2014, Gilles Artigue est filmé à son insu avec un escort boy. Une vidéo compromettante dont le maire et son directeur de cabinet semblent avoir connaissance au moins dès novembre 2017. Et si le fait que j'aille en tôle vous fait tomber parce que vous passez pour une vieille pédale sur le... J'en ai pas du tout envie. Bien, vous allez en tôle. J'ai dit respectez-moi. Mais une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage. Oui, bien sûr. C'est l'exécution. Mais je fonctionne exactement comme peut fonctionner un criminel. De la même manière, je n'ai aucune foi ni voix. Hallucinant, hein. Hallucinant cette affaire quand même. Farid. Non, malheureusement pas hallucinant. Non mais c'est violent quand même. T'as vu quand il parle de vieilles pédales. Le monde politique est chaud quand même. Violent. Allez. Et maintenant, j'espère que Mediapart. C'est plus fort évidemment. C'est les verts. Non, c'est hallucinant, c'est que je crois qu'il s'est toujours pas, comment on appelle ça, le maire de Saint-Etienne ne s'est pas expliqué. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Mais maintenant que Mediapart s'en est saisi, j'espère juste que le procureur de la République. Bon, il était en garde hier. D'accord, ok, d'accord. Ça, il a été arrêté. D'accord. Alors du coup, dans le monde politique, malheureusement, c'est des choses qui sont très vraies. Et alors là, c'est un élu, mais très souvent, ce sont des employés qui subissent ce type de harcèlement, c'est le cas, là. etc. Et donc du coup, c'est quelque chose de malheureusement très vrai. Et je parle du monde politique parce c'est 100 fois linois, effectivement, le monde politique. Il le dit d'ailleurs, le maire. Hein. Exactement. Mais vous avez des gens qui souffrent du harcèlement dans le monde professionnel. Bah oui. Énormément. Et la faiblesse des hommes, c'est quoi, Sonia? La faiblesse des hommes? Oui. Là, tu me poses une colle. Bah non, c'est facile, hein. L'argent ou le sexe. Ah oui. Voilà, tout simplement. Bah écoute. Eh oui. Vu comme ça, moi, je ne prendrai pas, je ne dirai rien. Moi, tout va bien, j'ai pas d'argent. Si, moi je le dis. Et je trompe pas ma femme, donc tout va bien. Bah, c'est une bonne chose déjà. Ah bah oui, c'est le minimum. Ouais. Alors, dans un instant, place à la histoire des génériques. On va revenir en 1987 avec le lancement d'un JT sur une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelle La 5, et à suivre aussi le quiz et la battle avec cette question évidemment, mesdames, messieurs, à laquelle il vous faudra répondre et vous pouvez voter. Hein. Nadège, on attend le sondage, la fin du sondage, le résultat à la fin de la battle. Sur Twitter, le grand forum FM2 pour répondre à cette question. Refus d'obtempérer, faut-il durcir les sanctions? On en reparle dans un instant, ne bougez pas. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. France Maghreb 2. Le LGF avec la battle à suivre dans quelques minutes évidemment. Refus d'obtempérer, faut-il ou pas durcir les sanctions? C'est la question que l'on se pose, que l'on vous pose et qui sera en débat dans un instant. Farid face à Sonia, face à Audrey et face à Mam. Et vous, auditeurs et auditrices, évidemment, vous êtes les bienvenus pour venir jouer les arbitres et voter sur le grand forum FM2. Oui ou non, faut-il durcir les sanctions en cas de refus d'obtempérer? Pour l'heure, c'est la belle histoire des génériques avec l'histoire d'un JT de cette chaîne. Voilà. C'est sur la 5.
La belle histoire des génériques. Le journal de la 5, 1987-1992. Dans une volonté d'affirmer et de s'affirmer comme une grande chaîne de télévision, la 5, petite chaîne d'à peine 1 an et demi, change d'actionnaire en février 1987, évinçant le couple improbable, mais financièrement probant, Jérôme Sédou-Silvio Berlusconi. Le nouveau maître des lieux s'appelle Robert Hersant, patron du Figaro, et décide de faire de la Nouvelle 5 une chaîne généraliste et de l'information en demandant à Jacques Hébert et Patrice Duhamel, le frère d'Alain, de créer une rédaction qui élira domicile au 241 boulevard Pereire dans le 17e arrondissement de Paris. Suite effectivement à l'aménagement de Robert Hersant, de nouveaux studios de télévision ultra modernes à l'époque, de ce qui était à l'ancienne un ancien garage Renault. L'objectif est de créer 5 rendez-vous d'information. Naîtront le journal permanent, c'est l'ancêtre quelque part des chaînes d'information, le journal de 13h, animé par Jean-Claude Bourré, avec un débat en préambule, forme d'ancêtre de la battle qui s'appelait Duel sur la 5, les 19h, le 19h pour les titres de l'information, avant le grand journal de 20h présenté par Marie-France Cubada, et le minuit pile. Révélation, interview, style direct et punchy, la rédaction de la 5 souhaite se distinguer des rédactions et journaux de TF1, Antenne 2 et FR3 à l'époque. Mention spéciale à la révélation au grand public de Guillaume Durand, qui présentera finalement le 20h à la place de Marie-France Cubada, qui s'en reportera le week-end pendant 4 ans et demi et qui remportera le seul set d'or de la 5, celui du meilleur présentateur du journal télévisé. Alors ce générique, il a des origines datant de 1896, composé par le musicien Richard Strauss, l'opus 30 d'un poème symphonique inspiré du poème de Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Cette musique a été pour une première fois reprise et popularisée par le cultissime film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour le générique de la 5, le choix a été fait par Robert Hersant himself, qui tenait plus que tout à la présence de l'information sur cette chaîne dont il était l'actionnaire. Vous vous souvenez, ce journal télévisé a d'ailleurs été le tout premier journal télévisé sponsorisé. Ça ne se fait pas en règle générale sur une grande chaîne, mais a été sponsorisé par une marque de montres, les montres Seiko. Et pour replonger quelques secondes dans le passé, on va retourner 35 ans en arrière. Nous sommes le lundi 14 septembre 1987, nous sommes sur la 5 et il est 12h30. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi les informations de la 5. Nouvelle-Calédonie, au lendemain du référendum, le point avec l'envoyé spécial de la 5, Xavier Robert. Ainsi, Jean-Claude Bourré, justement, commençait cette toute première édition qui a superbement bien marché techniquement pendant une semaine. Quelques jours plus tard, ils ont eu un très grand bug d'une dizaine de minutes avant le début du journal. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Merci, Mam. Quelqu'un se souvient du générique de la 5 ici? Franchement, vous la regardiez cette chaîne? Bah oui, oui, quand même un peu. Bien sûr, ouais. je me souviens. Ouais. Oui, c'était. Regardez les dessins animés de la 5 surtout, non? Hein? Non, pas que. On écoutait. Enfin, moi, je ne regardais pas forcément les informations, mais mes grands-parents, ils les regardaient, donc je les regardais avec eux. Quel générique! Quel générique! Franchement, c'était vraiment un bon générique de JT. Ouais. Allez, c'est parti pour le quiz, les amis. Le quiz. Audrey face à Sonia, face à Farid, face à Mam. Mes petites questions liées à l'actualité. Où se déroulera le prochain sommet de la Ligue arabe le 1er 2 novembre? Alger, Farid, bien joué. Il y aura le roi Mohamed VI d'ailleurs qui se rendra à Alger, selon Jeune Afrique. Aucune idée. Non mais je vous le dis, Jeune Afrique a annoncé ça. Ah d'accord. Ah oui, voilà, c'est ça. Il tiendra l'ensemble du sommet? Mais je ne sais pas. Quel politique a déclaré ceci? Je suis censuré pour avoir... Ségolène Royal. Pour avoir dit des vérités interdites. Oui. Ségolène Royal, effectivement. Ouais. Bonne réponse. Elle a été Et moi, évincée. je trouve la décision de Marc-Olivier Fogel, le patron de BFM TV, tout à fait légitime. Ah bon? Exactement. Bah, elle les a plantés. Oui, elle les a plantés, oui. Franchement. Et elle s'étonne. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que elle manque pas de toupet, hein, cette Ségolène Royal. Hein. Parce qu'en fait, ce sont les gens qui se croient tout permis. Ouais. Mais je pense qu'elle a peut-être besoin qu'on parle d'elle aussi.
c'est un moyen comme un autre. Peut-être. C'est peut-être la reine d'Angleterre du pauvre, d'ailleurs. Peut-être. Ça s'appelle Royal, d'ailleurs. Tu sais qu'elle est née et qu'elle a grandi à Dakar. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Ouais. Troisième question. Elle a fait Mermoz, d'ailleurs. Quelle journaliste deviendra la rédactrice en chef politique de Paris Match dès lundi prochain? Bonne réponse. C'est vrai? Oui. Ouais, Laurence Ferrari. Et elle conserve ses émissions sur Europe 1 et CNews. Voilà. Pourquoi, selon vous, le trafic aérien sera fortement perturbé ce vendredi en France? Aérien? C'est une grève, comme d'habitude. Oui, mais grève de qui? Des commandants de bord, enfin des contrôleurs. Contrôleurs aériens. Voilà, bonne réponse. Des contrôleurs aériens. Contrôleurs aériens. Et messieurs, dames, pour terminer, à quelle heure seront désormais éteints les monuments municipaux de Paris, dont l'hôtel de ville? Décision de Madame Hidalgo. 22h 22h, effectivement. La classe. C'est la classe, franchement, sérieusement. Non, la classe pour Mam qui a il a tout raflé. Il a tout raflé. Bah oui. Tout raflé. Désolé. Il a bien révisé. 22h, c'est un peu trop tard quand même. Non, c'est un peu trop tôt, oui. Tu trouves? Mais attends, on va éteindre la tour Eiffel à 22h, c'est n'importe quoi. Les économies, il faut qu'elles soient pour tout le monde. Ouais, mais les économies, elle est belle, la tour Eiffel allumée, non, mais il faut que les économies soient pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que les particuliers... Ah non. Elle a toujours des idées complètement folles. Qui? Anne Hidalgo ou Sonia? Mais non. Toutes les deux. Toutes les deux, Comment foutre le bordel, t'as vu? Anne Hidalgo et Ségolène Royal. C'est ça. Exactement. Dans un instant, préparez vos arguments, affûtez les couteaux, c'est parti pour la battle. Avec cette question que l'on vous pose, et pour l'instant, c'est très partagé sur Twitter, le grand forum FM2, 50% oui, 50% non. Refus d'obtempérer, faut-il durcir les sanctions? Alors il y a notre ami Farid, il est pour, lui, il est favorable. Nodrey est contre. On verra ce qu'en pensent Sonia et Mam. Et vous, auditeurs et auditrices, vous pourrez également jouer les arbitres. La battle, on en débat dans un instant, juste après ceci sur France Maghreb 2. À tout de suite. Il y a beaucoup de pubs dans cette émission. Ne bougez pas, le grand forum revient dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous pour cette dernière partie. Et c'est le moment fort de cette émission. C'est l'heure de la battle avec un jingle dont j'ai le secret. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! La battle du jour, évidemment, en référence avec ce qui s'est passé dans l'actualité ces derniers jours. Beaucoup de refus d'obtempérer avec des vies retirées. La question est tout à fait légitime. Aujourd'hui, refus d'obtempérer, faut-il durcir les sanctions? C'est parti pour la battle et vous pouvez voter évidemment sur le grand forum FM2. Vous êtes très partagés, 50-50 pour le oui et 50 pour le non. 01 40 33 9000 pour jouer les arbitres. Je donne la parole et en premier lieu à Farid qui est favorable à durcir les sanctions. Pourquoi, Farid, à toi de t'en expliquer? Pour une raison très simple, c'est que si on en parle encore aujourd'hui, c'est que les sanctions actuelles n'ont pas d'effet, puisqu'il y a de plus en plus de refus d'obtempérer. Donc du coup, c'est que ça fonctionne pas. Je rappelle que un refus d'obtempérer, c'est le refus d'obtempérer à l'ordre public. Et que si on n'a rien à se reprocher, écoutez, il n'y a pas de raison de ne pas s'arrêter. Donc malheureusement, l'être humain fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'avec une carotte. Et donc du coup, si vous accentuez la sanction, peut-être, je dis bien peut-être, à un moment donné, les gens feront le nécessaire pour pas refuser justement lorsqu'on leur demande de s'arrêter. Audrey, qu'as-tu à répondre, toi qui n'es pas favorable à durcir les sanctions au refus d'obtempérer, à Farid Temsamani? Alors j'aurais tendance à dire que si on parle de refus d'obtempérer, est-ce qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle? Parce que si c'est le cas, à la limite, je suis pas contre, sauf que parfois, ce n'est pas le cas. Il faut aller un petit peu plus loin. Parfois, il y a des arrestations, comme des opérations de police qui ont été filmées. Alors certes, il y a eu sommation, mais je donne juste un seul exemple, celui de l'année dernière à Stein, mais il y en a d'autres malheureusement. Le conducteur, je pense par peur, après j'étais pas dans sa tête, n'est pas resté. Ils ont tiré sur le conducteur ainsi que sur la passagère. Le gamin a pris quand même 2 ans de prison. Les policiers sont toujours en service. Et je termine en disant que l'enquête n'étant pas terminée, à partir de là... c'est pas l'enquête sur le refus d'obtempérer qui n'est pas terminée. Non, mais... mais là, excuse-moi, tu mélanges les choses.
Je termine, Farid. Tu sais que tu peux. Moi, je me suis fait contrôler il y a 2 jours en scooter. Ouais. Contrôle de routine par tout le monde. Enfin, tous les scooters qui passaient par là, contrôle. Bon, bah voilà. Il n'est pas forcément parce que tu as fait une bêtise. C'est qu'on vit dans une société pour un contrôle. Moi, je prends un cas de figure où vraiment il y a lieu de se déplacer. Je parle d'opération de police là. Oui, mais si tu n'as rien à te reprocher, tu t'arrêtes. Je termine. Dès lors que tu utilises ton arme. C'est quoi le rapport avec le refus d'obtempérer là? Non, mais laisse-moi finir. Mais non, c'est quoi le rapport avec le refus d'obtempérer? Bah oui, c'est le principe de la battle. Faut y aller, faut envoyer quoi. Oh, alors bah oui, évidemment, je suis loin. Ah, donc, ok, d'accord. ils ont fait un refus d'obtempérer puisqu'ils ne sont pas restés. Ils ont tiré 7 balles. Je trouve que c'est quand même, je veux dire, c'est trop. Et à partir de là, c'est filmé, ça va sur les réseaux. Quelle image la police renvoie aux jeunes? C'est pas la question de Christophe. Coup, je trouve que c'est l'escalade. Donc il ne faut pas. Bah tu sais quoi? On n'a qu'à supprimer tout simplement la notion d'ordre et ça s'appelle l'anarchie. Voilà, c'est ça. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais moi je te le conseille en tout cas. Il faut mettre suffisamment de moyens. Il faut rapprocher les liens entre les policiers et les jeunes. Quel lien tu vas rapprocher quand tu refuses d'obtempérer déjà? Mais je ne suis pas pour le fait qu'il faille rajouter des sanctions parce que ça ne marchera pas. Bon, voilà. Sonia, est-ce que tu es pour ou contre le Alors moi, je vais être honnête, il y a certaines situations qui étaient un petit peu assez lourdes quand même. Ce qui s'est passé dernièrement où on a dû arrêter une voiture et lui tirer quand même une balle en lui demandant de s'arrêter et le tuer. Je pense qu'on peut quand même... Oui, mais il y a refus d'obtempérer, on rappelle. Oui, d'accord, c'est un fait. Il a voulu foncer sur un flic. Mais est-ce que c'est nécessaire de lui mettre une balle sur la tête? Je pense qu'on peut tirer sur les pneus, sur les... il y a plein de choses pour arrêter une voiture quand même. Tu peux rouler les pneus crevés. Je pense qu'il y a d'autres moyens quand même. Je trouve que c'est un peu violent quand même. Moi, tu serais plutôt à côté oui ou non alors? Moi, ça dépend des situations. Moi, pour être honnête, moi, je suis une citoyenne comme tout le monde. Quand j'ai un contrôle de police ou autre, je m'arrête, je présente mes papiers, je respecte. Ouais, mais les femmes, vous n'êtes jamais arrêtées presque, faut le dire. Non, mais c'est vrai. Bah si. On est non, moi, je suis plus souvent les hommes qui sont arrêtés. Je suis désolé. Non, on a arrêté, mais c'est toujours poliment, c'est toujours fait. Voilà, à partir du moment où on est respectueux dans les deux sens. Par la bague de nuit, c'est jamais poliment. Ah bon? Ah non, la bague de nuit, tu la connais pas celle-là? Non, je la connais pas, la bague de nuit, non. Mam, favorable ou pas à durcir les sanctions pour les refus d'obtempérer, Mam? Non, mais à un moment donné, il ne faut pas durcir les sanctions pour durcir les sanctions. Il y a des lois. Bah si, parce qu'au bout d'un moment, il faut stopper l'hémorragie. Non, mais il y a une crise particulière en France qui couvre depuis des années, c'est l'autorité de l'État qui se délite de plus en plus. Et après, on va s'étonner que, on fait des lois, des surlois, des surlois, des millefeuilles. C'est bon, le millefeuille. C'est bon, le millefeuille, oui, effectivement, à partir du moment où on le garde dans un bac très proprement, dans un frigo, et que la bac, on ne la connaît pas qu'à part chez soi. Voilà, tu vois, moi, je connais pas la bac de nuit, tu me diras. Ah oui, tu vois. Farid, non, mais à un moment donné, alors, ce qui s'est passé, effectivement, le fait d'actualité... Le fait d'actualité qui s'est passé il y a quelques jours est tout simplement inadmissible, est extrêmement violent, mais il faut s'interroger aussi sur cette multiplication de ces refus d'obtempérer qui sont systématiquement, bafoués par les personnes qui passent outre, parce que je ne sais pas s'ils ont quelque chose à se faire reprocher ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, c'est un problème. Ce problème, il y a sans doute des textes de loi qui amènent effectivement le refus d'obtempérer, vous risquez ça. Et bien justement, c'est ça que c'est ce qu'est en train de dire Farid, c'est-à-dire qu'en durcissant les sanctions, ça va peut-être éviter à ce que des gens puissent. Moi je suis pas d'accord avec toi, même, parce que moi je pense que regarde. Non, j'ai dit Farid. Moi je pense qu'il faut durcir pour une raison très simple. Il y a par exemple dans l'échelle des sanctions, je dis une bêtise, t'as fait une bêtise, t'es condamné, et je dis une bêtise, à une amende, historiquement, parce que le texte de loi date de X temps, à une amende de 100 € ou 1000 € par exemple. T'as des gens qui, pour eux, en vérité, c'est pas grand-chose. Donc du coup, ils vont passer outre, ils vont dire, mais de toute façon, je risque quoi? Je risque une amende de ceci, ou je risque un petit sursis, ou ce genre de choses. L'être humain, psychologiquement, en fait, si le risque est faible, il y aura toujours des exceptions. Mais si le risque est faible, si tu veux, en fait, il va outrepasser la chose. Par contre, si tu te dis, c'est comme l'histoire du racisme.
Alors, je termine et après je parlerai du racisme. Si tu le dis, voilà, bah finalement l'amende, c'est pas 1 000 €, mais c'est 10 000, je dis une façon de parler, je peux te garantir une chose, c'est que les gens réfléchiront à 2 fois. C'est ça, c'est durcir les sanctions pour faire réfléchir. Encore une fois, là, les exemples qui ont été pris et les faits divers qui sont tristes, encore une fois, je suis pas là pour défendre l'institution policière ou quoi que ce soit. Je dis juste que t'as le droit. Le gars, non mais dans certains cas, oui, parce que Sonia disait tout à l'heure, notamment le gars qui se fait arrêter, etc. Oui. Mais tu sais pas si c'est un terroriste. Oui, non, tu sais pas si le mec il est pas chargé de drogue ou quoi que ce soit. J'ai une question à te poser. Oui. Que dis-tu et que fais-tu, que penses-tu des policiers, parce que je sais que c'est pas le cas pour tous, des policiers qui abusent de leur statut et de leur autorité? C'est ça ma question. Bah, faut qu'ils soient sanctionnés. Non mais faut qu'ils soient sanctionnés. Mais c'est quoi le rapport, encore une fois? Le rapport, c'est que ça sert à rien d'augmenter les sanctions. Ah, parce que toi, tu crois que le policier, tu crois que ça va pas résoudre le problème. Est-ce qu'on peut écouter Amirouche qui veut faire les arbitres peut-être? Amirouche, bonsoir. Bonsoir, Christophe et à tous les invités. Bonsoir. Alors, pour ou pas durcir les sanctions, Amirouche, rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Moi, je suis contre, moi. Pourquoi? J'avais juste une pensée pour toutes les victimes, là, pour les parents, et voilà. Personne n'en a parlé des 2 qui sont morts, là, Vénitieux, pour une voiture, pour une Mégane, mourir à 22 ans et 24 ans. Ils étaient à l'arrêt sur un parking, ils ont croisé juste 2 cow-boys, ils les ont allumés sur un parking. Voilà. Personne n'en parle. Paix à leur âme. Paix à leur âme. Merci. Christophe, oui. Vous vous souvenez de l'affaire de Vitry? Vitry, qu'est-ce qu'il y a, Vitry? Où justement quelqu'un qui avait refusé le contrôle de police, en fait, est parti avec une Porsche, je me souviens, avec une Porsche, et qui avait balayé justement des pauvres innocents, des pauvres enfants. Bah oui, voilà. Non mais c'est trop, c'est à un moment donné. Il faut la sanction pour dissuader. Dans ce cas-là, cette personne mérite la prison. Ah bah je suis d'accord. Ah oui, d'accord, bah ouais, mais c'est le refus d'obtempérer. Le résultat du sondage, est-ce qu'on a évolué ou pas? On est toujours à 50-50 concernant ce sujet, refus d'obtempérer. Faut-il durcir les sanctions? C'est rare que ça soit aussi serré, non? C'est serré ou pas? Je vais regarder. Vite, dépêche-toi, j'en ai pas toute la nuit. Je siffle en même temps. Un petit jingle là, normalement là. Je siffle la fin de la battle. Voilà, je siffle. Quoi? 50-50. Non! Donc personne n'a été convaincant. Voilà, bah tant pis pour vous. Ainsi se termine cette émission aujourd'hui. Ma chère Sonia, ça va? Très bien. Ça s'est bien passé? Parfait. Est-ce qu'ils ont été gentils avec toi? Tu reviendras ou pas, Sonia? Est-ce que tu reviendras? Je reviendrai. Est-ce que tu reviendras s'il y a Farid et Mam? Tout le monde n'est pas comme ça, attention. Hein. T'as des salopards dans l'équipe, hein, je te le dis. Hein. Ah, on peut donner les noms. On peut donner les noms. On s'adapte, Christophe, on s'adapte. Très bien. Bah, Sonia, sois la bienvenue. Officiellement. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà. Merci mon Mam. Merci. Avec d'autres génériques demain. Merci mon Farid. Merci à tous. Et merci ma Audrey. Merci à tous. Merci. Et rendez-vous demain. À bientôt, Audrey. Avec un retour, celui de Hakim Enouli demain, qui sera aux côtés de Pierre-Henri demain sur France Maghreb 2. Ça va être Mauvaise Foi FM demain. Avec Pierre. Salut à tous. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et restez bien branchés sur France Maghreb 2, évidemment, parce que ça se poursuit au-delà du Grand Forum. Bien entendu que la radio se poursuit avec, dans un instant, l'ami Medjahed pour les festivités, pour jouer, pour gagner des cadeaux. Restez bien avec nous et demain, de retour pour commenter toujours et encore à notre manière l'actualité entre 16h et 18h. Il est exactement, justement, à Paris, comme partout ailleurs, 18h. C'est l'heure des infos avec le journal. Bonsoir et à demain.